Un Européen parle aux Européens. Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui nous allons ouvrir le bal d'une émission un peu plus longue que d'habitude, donc de mars 2020, pour bien dater cet enregistrement. Et donc il y a pas mal de thématiques d'actualité qui méritent de s'y arrêter. J'ai été un peu rare sur le format YouTube ces derniers mois, mais on reprend un petit peu les bonnes habitudes. Alors, concrètement, je voudrais d'abord vous parler en premier lieu de choses un peu plus théoriques que d'habitude sur la question de l'utilisation de troupes étrangères dans les armées. Et vous verrez très vite, au fur et à mesure du développement, où je veux en venir. Je rappelle effectivement que Roger Olindre est mort il y a quelques semaines, et il était un homme évidemment de grande valeur, mais aussi un défenseur acharné de cette France coloniale, et notamment de l'utilisation des troupes donc de l'Empire, au service de la France. Et j'expliquerai pourquoi cette position est éminemment dangereuse et doit être combattue. Ensuite, je ferai un développement plus marqué. Ah oui, ma mémoire est un tout petit peu fragile. Donc sur la Turquie. Il y a un certain nombre de tweetos qui m'ont demandé de parler de l'histoire de la Turquie et notamment de son peuplement. Savoir si les Turcs sont européens, ne le sont pas, qu'est-ce qu'ils sont. Et je vous rappelle qu'il y a une grave crise actuellement à la frontière entre la Grèce et la Turquie, tant sur les îles qu'au niveau de l'Evros, donc du fleuve qui sépare la Thrace turque de la Bulgarie et de la Thrace grecque. Et donc ça c'est très important puisqu'il y a donc une pression migratoire extrêmement importante, mal décrite par les médias parce que ça les dérange, et que Erdogan aujourd'hui, donc Recep Erdogan, le président turc maintenant, oui puisqu'il est devenu président, met en place, donc on va expliquer ce qui se passe et comment on pourrait éventuellement réagir si on était intelligent, c'est-à-dire si on était à la place des dirigeants de l'Europe qui eux ne le sont pas. Voilà, ça c'est le troisième thème que je voudrais aborder avec vous, c'est la question du coronavirus. Donc là, aujourd'hui, nous filmons le 14 mars, donc nous sommes en plein dans la crise, hein. Enfin elle ne fait même que commencer. Donc je vais éviter d'annoncer trop des résultats qui dans un mois montreront cette vidéo comme complètement obsolète, hein, mais on va rappeler quelques éléments qui expliquent pourquoi on se retrouve dans cette situation et pourquoi on aurait pu ne pas s'y trouver. Et comment. Enfin, un dernier point, la question de l'Europe et de l'Union européenne. Il y a la question donc, de la nouvelle Commission européenne qui a été mise en place il y a quelques mois. Et il y a toujours ces mythes, notamment propagés par les militants zélés et sectateurs de l'UPR, mais pas que par eux, attribuant à l'Union européenne des pouvoirs qu'elle n'a pas, ou lui reprochant de ne pas agir, alors même qu'elle n'a pas de pouvoir dans les domaines en question. Donc le problème de l'Union européenne aujourd'hui, très clairement, on va l'évoquer, c'est que l'Union européenne n'est pas assez européenne et n'est surtout pas politique. Vous allez voir quelques exemples que contrairement à la légende disant l'Union européenne donne des ordres aux États et il y a les méchants GOP qui doivent être respectés sinon il y a des amendes, ce sont bien les chefs d'État et de gouvernement qui sont dans tous les domaines à la manœuvre et au niveau du coronavirus aussi. Ça m'amènera à présenter sous un autre angle le Parti des Européens dont je suis le principal animateur et dirigeant, et expliquer pourquoi nous sommes différents de cette Union européenne et pourquoi nous avons les solutions qui auraient pu permettre non seulement d'éviter le coronavirus, mais tout simplement d'avoir une Europe capable aussi de dire le mot de Cambronne, si on peut dire, à Erdogan, et donc de se faire tout simplement respecter. Ça me permettra de parler un petit peu d'ailleurs de Poutine. D'ailleurs, c'est un développement qui vient à l'esprit puisque j'ai expliqué à plusieurs reprises récemment que la nouvelle constitution que veut préparer Poutine pose question et pose problème. J'en parlerai un peu brièvement en interlude. Voilà un programme riche que je vais essayer de vous développer le mieux possible, comme d'habitude. Alors nous allons commencer par la question de définition. Qu'est-ce que la patrie? La patrie, c'est le pays des pères. Le pays des ancêtres. Donc, on ne peut être patriote, par définition, que d'un pays que de sa patrie. Et sa patrie, c'est celle de ses ancêtres. Si vos ancêtres ne sont pas de cette patrie, si vos ancêtres sont d'une autre patrie, vous ne pouvez pas être patriote d'une patrie qui n'est pas la vôtre. Au contraire, il faut être patriote de votre patrie. Et donc, ça met fin à cette théorie des patriotes français de toutes origines. Non. Si vous êtes patriote, c'est que vous aimez vos ancêtres. Si vous aimez vos ancêtres, le mieux d'ailleurs est de vivre dans la terre de vos ancêtres, parce que le meilleur patriote est quand même celui qui reste chez lui. Je rappelle cette phrase de Danton, on n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers. Eh bien, on n'emporte pas non plus le patriotisme à la semelle de ses souliers. Voilà. Pour rappeler cela, pourquoi? Parce que je vais évoquer le cas de recrutement de troupes étrangères dans les armées. Et pour ce faire, rien de mieux que de revenir d'abord à la racine de tout, la Grèce
et Rome. Dans la Grèce classique du 5e siècle, que ce soit à Sparte ou à Athènes ou à Thèbes, seuls les citoyens, qui ont fait d'ailleurs l'entraînement hoplitique et qui depuis l'âge de l'éphébie, donc de la sortie de l'adolescence, sont pris en charge par la cité, ont le droit de porter les armes pour la cité. Non seulement ils en ont le droit, mais ils en ont le devoir. Et tout comme la Suisse contemporaine d'aujourd'hui, effectivement, le citoyen athénien doit payer, sur ses propres deniers, l'achat du matériel hoplitique, le casque, le bouclier, la lance, l'épée, et leur maintien, et suivre des périodes mises à niveau, tout simplement, régulièrement. Seul le citoyen peut se battre pour la cité, parce que si un étranger était autorisé à se battre pour la cité, ça lui donnerait des droits. Or, pour être citoyen à Athènes, à Sparte, à Thèbes, il faut être de père et de mère citoyen, tout simplement. Si on acceptait des mercenaires, des troupes étrangères, alors il faudrait leur donner la citoyenneté athénienne avec les droits qui vont avec. Et les Grecs n'en voulaient pas en entendre parler. Certes, les Platéens, qui étaient un village pas très loin de la Grèce classique, avaient reçu la citoyenneté d'honneur d'Athènes, mais une citoyenneté d'honneur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est un hommage, un peu comme une médaille, une des récompenses, mais les Platéens n'avaient aucun des droits de cité des Athéniens. C'est-à-dire que c'était un geste d'amitié. Vous êtes citoyen d'honneur, ça vous n'êtes pas de vrai citoyen, mais simplement on vous reconnaît un mérite d'avoir aidé la cité. Point. Vous ne pourrez pas voter, vous ne pourrez pas épouser une athénienne, etc. Mais voilà, vous êtes estimé par la ville d'Athènes, et éventuellement, la ville d'Athènes peut vous aider en cas de difficulté si vous étiez confronté à un ennemi. Voilà. Il ne s'agit pas donc de fermer totalement toute porte à toute alliance ou autre, mais l'idée générale, c'est que seul le citoyen est autorisé, habilité à porter les armes pour la cité. C'est le principe de la Grèce. C'était aussi le principe de la Rome républicaine. Les citoyens romains étaient rassemblés dans ce qu'on appelait le census, le cens, sur le champ de Mars chaque année, et ça permettait d'ouvrir la période militaire. Donc dans la Rome républicaine, il y avait le même principe, seuls les citoyens romains pouvaient se battre pour la cité. Mais les Romains ont commencé dès le départ à ouvrir un peu plus la porte, dans le principe des alliés et des fédérés. En termes clairs, il y avait des tribus italiques, alliées de Rome, qui étaient autorisées à se battre avec les Romains, ou qui même devaient se battre avec les Romains, mais qui n'avaient pas la citoyenneté romaine. Et il y aura une guerre sociale à la fin du IIIe siècle pour que ces peuples italiques obtiennent finalement la citoyenneté romaine que l'État romain leur refusait. Mais ça restait des peuples proches des Latins et des peuples italiques, c'était des gens de même civilisation et de langue très apparentée. Les Romains ont subi une décadence que les Grecs avaient évitée, c'est-à-dire que le citoyen romain a été terriblement sollicité par les guerres puniques. Face à Hannibal et aux ennemis de Rome, eh bien, le sang romain a commencé à couler un peu trop. Et beaucoup de citoyens romains en avaient assez de se faire tuer pour Rome. Et donc, quand un peuple n'est plus capable de se battre pour sa cité, c'est déjà mal barré. Que s'est-il passé? Eh bien, c'est Marius, le général Marius en 100 avant Jésus-Christ, qui va instaurer une réforme très importante, la réforme de Marius, qui va créer l'armée de métier à Rome. Désormais, il n'y a plus besoin d'être citoyen romain pour entrer dans l'armée romaine. En revanche, si vous rentrez dans l'armée romaine, à l'issue de tout cela, vous serez citoyen romain. Donc, il vient d'inventer l'armée de métier et la naturalisation par l'armée. Ça va avoir des conséquences importantes. Pourquoi? Eh bien, c'est-à-dire qu'avant, les soldats étaient des citoyens qui donc honoraient Rome et n'étaient redevables que devant la cité, que devant la patrie. Maintenant que vous avez une armée de métier, eh bien, ces mercenaires professionnels, d'une certaine manière, ne dépendent plus que de celui qui les paie. Et généralement de leur général. Si leur général est un vainqueur, comme Jules César, comme Sulla, comme Pompée et d'autres, eh bien, ils vont préférer cet homme à la cité de Rome. En termes clairs, le soldat qui se bat pour César ne se bat plus pour Rome, il se bat pour César. Et l'armée de la République, la dernière armée de la République, finalement, sera celle autour de Brutus et de Cassius, assassins de Jules César. Ce sera la dernière armée de la République, avec les sénateurs. 200 sénateurs sont d'ailleurs exécutés par Auguste et Antoine, enfin par Octavien à l'époque et Antoine, à cette occasion. C'est clairement la fin de la République. Et ça rappelle d'ailleurs, petite séquence cinéma, un petit peu Star Wars, où je vous rappelle qu'à un moment donné, Palpatine, donc le chancelier Palpatine, qui est en fait en réalité un ennemi et un empereur né, crée une armée de clones, et cette armée de clones remplace l'armée de la République, même s'il l'appelle ironiquement armée de la République, et cette armée de la République va se retourner suite au fameux Ordre 66 pour imposer l'Empire.
On voit bien dès le départ qu'à partir du moment où la République n'est plus capable de se défendre seule, et qu'elle est obligée de faire appel à des troupes supplétives qui dépendent d'un homme, eh bien c'est la fin de la République et de la démocratie. Alors l'Empire romain va recruter massivement de plus en plus d'étrangers. Certains empereurs romains vont être assassinés par leurs propres troupes lorsqu'ils vont perdre ou lorsqu'ils ne seront plus capables de financer leurs soldats. D'autres empereurs seront carrément élus par leurs propres soldats comme des empereurs, donc on appelle ça dissidents, si on peut dire. Hein. Ce sont des usurpateurs, le terme technique. Il y aura des empereurs usurpateurs, parfois plusieurs en même temps. Et donc on voit bien que l'Empire romain ne dépend plus que de ses armées. Lorsque ces armées vont devenir de plus en plus germaniques ou de plus en plus orientales, eh bien, la qualité des soldats sera moindre, puisqu'un soldat étranger n'a pas le même zèle de combat qu'un soldat qui se bat pour sa patrie. C'est pourquoi l'armée romaine va coûter de plus en plus cher aux contribuables romains, et qu'elle sera de moins en moins efficace sur le champ de bataille, jusqu'au jour où, tout simplement, eh bien, cette armée s'effondrera. Et ce sera la fin de l'Empire romain. L'Empire perse va faire d'ailleurs la même erreur, et elle va lui coûter beaucoup plus cher, parce qu'au 7e siècle de notre ère, l'Empire perse a beaucoup de mercenaires arabes, beaucoup de troupes arabes. Et lorsque les Arabes musulmans d'Omar vont se présenter devant l'armée perse, eh bien beaucoup de contingents arabes vont trahir et changer de camp, permettant ainsi la victoire des Arabo-musulmans sur l'Empire perse qui sera ainsi vaincu et progressivement converti. C'est ce qui va se passer en Espagne également, puisque les princes wisigoths qui se bagarrent entre eux vont avoir l'idée saugrenue de faire appel à des mercenaires arabo-berbères, des armées musulmans, notamment le fameux Tariq ou Al-Tariq qui donnera le nom à Gibraltar. Que va-t-il se passer? Eh bien, ces troupes vont venir, payées par un des princes wisigoths, vont s'implanter, appeler leurs amis de l'autre côté de la Méditerranée et envahir l'Espagne jusqu'à Charles Martel et 732 et compagnie. Les Byzantins, même problème. Les Byzantins avaient des mercenaires européens, catalans et autres, qui se sont révoltés. Face à cette révolte, il a fallu chercher d'autres mercenaires. Qu'ont fait les empereurs byzantins? Eh bien, ils sont allés payer des mercenaires d'Anatolie. Une partie de l'Anatolie était devenue turque-musulmane, notamment des troupes d'un certain Osman, des Osmanides, qui vont donner le terme d'Ottoman. Et donc, voici ces mercenaires turcs-musulmans qui vont s'implanter en Europe, dans la ville d'Andrinople, qui va devenir Édirne, qui s'appelle aujourd'hui Édirne, en Thrace. Et il va y avoir un tremblement de terre qui va déstabiliser l'Empire byzantin dans cette région. Et bien, que vont faire ces troupes musulmanes, ottomanes? Elles vont appeler du renfort. Et elles vont ainsi avoir une base arrière pour s'installer en Europe. Et à partir de cette base arrière, eh bien, les Turcs ottomans vont s'emparer de la Grèce, de Byzance en 1453, jusqu'à assiéger Vienne à plusieurs reprises. Donc vous voyez bien le principe, vous faites appel à des mercenaires que vous payez, ces gens vous trahissent, et permettent l'invasion, facilitent l'invasion, en créant une base arrière sur votre territoire. Ça fait réfléchir dans le cas français. Alors dans le cas de la France coloniale, la France n'est pas seule coupable. Le Royaume-Uni, par exemple, a une culpabilité assez proche. La France a donc créé un empire colonial en Afrique. Et il y a des gens qui sont imaginés, comme le général Charles Mangin, que les troupes françaises pourraient être suppléées de troupes africaines, pensées plus ou moins comme chair à canon, de manière à peser face à l'Allemagne. Parce que le problème des dirigeants français de l'époque, c'était que l'Allemagne leur paraissait l'ennemi principal, elle avait conquis l'Alsace et la Lorraine, et que donc la France démographiquement n'était pas assez armée pour peser. Que fait-on? Eh bien, on va peser grâce à une forme d'immigration militaire qui s'appelle le recrutement de troupes coloniales. Alors ces troupes coloniales, de niveau très faible d'ailleurs, n'auront aucun rôle décisif en 14-18, c'est plus un rôle symbolique. Ça va d'ailleurs choquer beaucoup les Allemands. Allemands qui vont être d'autant plus choqués qu'en 1923, le gouvernement français, pour occuper la Ruhr, trouve comme intelligent de faire occuper la Ruhr par des troupes africaines. Outre la naissance d'un certain nombre d'enfants métis à cette occasion, ce qui va choquer l'opinion allemande, ça va permettre à Adolf Hitler d'avoir son premier succès politique, puisqu'il aura beau jeu de dénoncer une France qui veut salir le peuple allemand. Et ça donnera cette image en Allemagne très forte, comme quoi la France est un pays africain, ce qui évidemment n'était pas le cas, en tout cas dans les années 20 et 30. Conséquence de quoi, on a quand même donné un succès aux nazis, qui vont évidemment pouvoir ensuite marcher vers le pouvoir, c'est quand même pas très intelligent, et on a montré que la France avait une vision peu respectueuse de l'identité de leurs voisins, de nos voisins.
Alors, ces troupes coloniales vont être utilisées en 40. Les Allemands, très choqués par l'utilisation antérieure, vont commettre quelques crimes contre ce genre de troupes et ils vont faire sauter la statue parisienne du général Mangin. Voilà. Il sera reconstruite après la libération. L'armée française aura donc des troupes africaines qui ne serviront à rien, mais elle les mettra beaucoup plus en exergue en avant en 44-45, notamment dans le cas de l'armée coloniale. Rappelons que cette armée coloniale était quand même essentiellement composée de Français expatriés dans l'Empire colonial, et pas nécessairement de troupes coloniales. Mais il y a eu des troupes coloniales, dont les fameux Marocchini, évoqués par le film de Pasolini, je crois, en Italie, qui n'ont pas commis que des actes vertueux. La propagande d'ailleurs italienne fasciste mettait en exergue l'utilisation de troupes coloniales par la France ou par les États-Unis, de manière extrêmement caricaturale d'ailleurs. Bon, c'était de bonne guerre, c'est de la propagande. Voilà, et donc cette France coloniale a continué d'utiliser des troupes non européennes, notamment, donc contre d'autres Européens, on l'a dit, hein. C'est ça qui est le plus choquant. Romain Rolland, qui d'ailleurs est un penseur plus ou moins communiste, en 1916, avait condamné l'utilisation de troupes coloniales par la France et le Royaume-Uni contre l'Allemagne. Il trouvait que c'était inadmissible. Il parlait, lui, je cite, de barbares du monde entier. C'est une expression, hein, je ne la reprends pas à mon crédit, mais voilà pour dire que c'était inadmissible qu'on envoie contre d'autres grands peuples européens des troupes non européennes. Et vous voyez, c'est un homme de gauche qui disait cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela? Eh bien, évidemment, comme je le disais en introduction, Roger Olindre, par exemple, est un grand partisan de la mémoire de ces troupes coloniales. À l'époque où je pu l'écouter, il vantait en permanence les Harkis, les Gouniers, les Tonkinois, etc. Toutes ces troupes de l'Empire qui s'étaient battues aux côtés des soldats français dans les différentes guerres, et notamment, évidemment, la guerre d'Indochine et bien entendu la guerre d'Algérie. Guerre d'Algérie qui a été dramatique, puisque en fait, ces soldats donc, locaux, musulmans, qui ont été recrutés par l'armée française, plus ou moins volontairement d'ailleurs, se sont retrouvés en porte-à-faux de l'essentiel de leur pays, qui aspirait à l'indépendance. Malheureusement, ils ont été considérés comme des collaborationnistes et des traîtres par le pouvoir algérien FLN qui va se mettre en place. En réalité, le FLN aurait dû les considérer plutôt comme des victimes de la France, et dans ce sens-là, créer une opération donc de pardon général, parce qu'il est vrai que ces troupes ont été instrumentalisées par la France contre l'indépendance algérienne. Et qu'en conséquence, il serait logique que les Harkis puissent retourner en Algérie, dans des bonnes conditions évidemment de sécurité, par un pouvoir algérien qui considérerait que ce sont des victimes de la France et pas des complices de la France, car ils n'étaient pas des complices de la France. Mais la France a fait une faute morale en les recrutant, à double titre, d'abord en mettant ces gens en opposition avec leur propre pays, et ensuite parce que, de toute façon, comme je l'ai expliqué en introduction, une démocratie, une république, n'accepte que ses citoyens comme soldats. Il n'acceptera pas des étrangers, parce que derrière, il y a une dette. Et cette dette, ne vous inquiétez pas, elle est revendiquée, puisque vous entendez clairement des gens d'origine afro-musulmane ou africaine, en France, nous expliquer qu'ils se sont battus pour la France, ils ont contribué à la libération de la France, et qu'en conséquence, c'est normal qu'ils soient chez nous. Car du mercenariat militaire au mercenariat économique, il n'y a qu'un pas. Le mercenariat économique, c'est quoi? C'est faire venir des travailleurs étrangers pour être plus fort face à un voisin qui est plus efficace concurrentiellement parlant. Pour vaincre l'Allemagne militairement, utilisons des troupes africaines. Pour vaincre l'Allemagne économiquement, utilisons des travailleurs africains. C'est la même logique. C'est une logique à la fois raciste, irrespectueuse des populations africaines concernées, qu'on instrumentalise et qu'on vole finalement à leur propre pays. Ces médecins africains qui sont à Paris, ce sont des élites africaines qui ont été volées. Alors le drame est là, c'est que l'Amérique vole nos élites, les États-Unis nous piquent nos chercheurs, et nous on pique les chercheurs des autres. Alors qu'il vaudrait mieux ne pas piquer les chercheurs des autres, qui seraient plus utiles à l'Afrique, et garder les nôtres, en les payant mieux, tout simplement. Vous voyez que cette question d'utilisation coloniale est très importante et très symbolique, et lie nos problèmes d'immigration à cela. C'est ça qui est dramatique. Et c'est là que l'extrême droite nostalgique de la colonisation est complètement incohérente. C'est parce que on a recruté des troupes extra-européennes, et qu'on a recruté ensuite des travailleurs extra-européens, que nous avons cette situation d'aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas blindé notre droit du sang. On aurait pu blinder la nationalité, comme le fait l'Algérie, comme le fait l'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, vous avez énormément de travailleurs étrangers, mais jamais ils deviendront citoyens. C'est la règle d'Athènes qui est appliquée à l'Arabie Saoudite, au Qatar, au Bahreïn. Alors après, on peut contester la façon dont les gens sont traités là-bas. Et on devrait le faire. Mais rappelons que c'est la même que la nationalité n'a pas à être donnée à quelqu'un. Ce n'est pas un mérite de venir travailler dans un autre pays. Au contraire, quand on a des millions de chômeurs, on ne devrait même pas considérer le travail comme ouvert. On devrait réserver le travail aux citoyens. Une sorte d'exclusivité. Vous voyez pourquoi c'est fondamental. Ça m'amène à aller à un autre sujet.
liés. Vous avez remarqué que l'extrême droite anti-européenne, style Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, sans parler d'Asselineau et de Philippot, a une obsession fanatique pour les dom-toms. À tel point que Marine Le Pen, à nouveau, comme chaque année, a passé une grande partie de son après-midi du Salon de l'Agriculture au rayon Antilles. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit jeu? Ce petit jeu est très simple. D'abord, c'est la nouvelle obsession du Rassemblement national d'apparaître comme plus antiraciste que les antiracistes. En termes clairs, Marine Le Pen, entourée de gens issus de la diversité, peut ainsi démontrer aisément qu'elle n'est pas raciste. Sauf qu'elle n'a pas compris qu'il ne s'agit que le racisme est une hiérarchisation des êtres humains, que ses électeurs n'attendent absolument pas de Marine Le Pen qu'elle évoque une inégalité des gens, que les gens veulent simplement que l'immigration extra-européenne soit inversée et non pas légitimée. C'est simplement ce qu'ils veulent, sans la moindre haine à l'égard des populations concernées. Simplement, on veut demeurer ce que nous sommes. Et donc, cette extrême droite néocolonialiste, et Marine Le Pen n'a même pas connu la colonisation, donc c'est même pas son époque, eh bien, à ce logiciel-là. Les dom-toms, c'est la France, sauf que le Suriname néerlandais est devenu indépendant, que les Bahamas, la Jamaïque, britanniques sont devenus indépendants, et qu'on ne voit pas tellement, finalement, pourquoi Haïti serait un modèle scandaleux. On ne voit pas pourquoi on regarde ces territoires. Je ne parle même pas du cas de Mayotte, qui est le plus caricatural. Là encore, pour avoir discuté souvent avec des Domiens, beaucoup m'ont dit qu'ils étaient tout à fait favorables à l'indépendance. Beaucoup m'ont dit, alors qu'ils travaillaient en France, qu'ils seraient prêts à repartir de leur île pour y travailler, parce que de toute façon, il y a un climat qui est favorable, et ils ne sont pas très heureux en réalité en métropole en France. Simplement, ils savent qu'ils ne sont pas bien payés dans leur île, et ce qui les scandalise n'est pas tellement qu'ils soient mal payés, mais que les Français de souche européens soient beaucoup mieux payés. Car, sachez-le, quand un Français va travailler comme enseignant ou ailleurs en Guadeloupe, Martinique, il a double salaire. Par contre, des travailleurs, des DOM qui viennent travailler en France n'ont pas double salaire en travaillant en France. Vous voyez un exemple qui vous montre l'hypocrisie de ce discours. Or, ce sont des gens respectables, souvent, et les femmes notamment sont bosseuses, et le vrai respect, il est là. Alors bien sûr, on les achète par ce qu'on appelle les congés bonifiés, qui leur permettent tous les 2 ans de partir dans leur île plusieurs mois. Mais enfin, voilà, c'est pas comparable, et au niveau salaire, c'est pas ça. Donc il y a une profonde hypocrisie. Et puis la vie est chère là-bas, parce que la France, finalement, tient tout. Il y a aussi le problème des béquets. Les béquets, ce sont des Français, descendants de Joséphine de Beauharnais et de toute cette époque de propriétaires terriens, etc., qui sont restés et qui ont gardé la terre, fondamentalement. Parce que Napoléon a restauré l'esclavage en Guadeloupe et en Martinique, et qu'en conséquence, eh bien, les terres sont restées aux grands propriétaires. Ce qui veut dire que si ces îles devaient devenir indépendantes, il faudrait que les béquets soient rapatriés. Et moi, le problème des béquets, comme Napoléon disait, blanc, je suis avec les blancs. En Europe. Voilà, donc les dom-toms, et c'est tout. Marine Le Pen et tous les autres en font l'apologie parce que ça leur donne une caution antiraciste et universaliste, ce que ne veulent pas leurs électeurs et n'attendent pas leurs électeurs. Le véritable antiracisme n'est pas l'universalisme, qui est en réalité un impérialisme et une hiérarchisation cachée et hypocrite. La véritable égalité, c'est l'assomption identitaire. C'est quoi l'assomption identitaire? C'est pas religieux. Assomption, c'est le mot, le substantif qui vient du verbe assumer. L'assomption identitaire, c'est le fait d'assumer son identité là où elle a du sens. Et donc de mettre fin à l'hypocrisie de l'universalisme. Et c'est quelque chose qui déplaît profondément, de cette manière, à quelqu'un comme Jean Messia, du Rassemblement national. Jean Messia est quelqu'un humainement parfaitement agréable et sympathique. La question n'est pas là. On parle de politique, donc on parle d'idéologie, on parle de position. La position de Jean Messia est très simple. Il est donc d'origine copte, chrétienne, et il est donc d'origine d'un pays qui s'appelle l'Égypte, où il y a 12 à 14% de coptes qui sont quand même des citoyens de seconde zone dans un pays musulman, et ils sont martyrisés. La vie des coptes en Égypte est une vie peu sympathique. Et en tant que chrétien, donc dans une Europe qui reste chrétienne, même si elle a aussi un héritage païen très profond, Jean Messia, surtout dans un environnement qui lui parle. C'est pas le seul Égyptien copte d'ailleurs à être en France. Il a bénéficié de la nationalité française, parce que la nationalité française aujourd'hui est donnée assez largement. Lui a peut-être plus mérité cette nationalité française que d'autres, je veux bien l'admettre parfaitement, mais c'est bien parce que par le ius sanguinis qu'il l'a eu. Soit, c'est pas moi qui ai décidé, je n'étais pas aux manœuvres, et c'est pas quelqu'un qui, comme je le dis, qui est désagréable et qui est le principal problème. Moi, Jean Messia se présente comme une exception. Il dit aimer la France, et je le crois volontiers, et je pense qu'il est tout à fait sincère.
voyez, on peut être parfaitement d'accord humainement avec quelqu'un tout en détruisant sa position. Mais sa position est intenable. Très clairement, s'il nous disait, moi Jean Messia, je suis une exception très rare, je ne me présente pas comme un modèle, je n'aspire pas à ce que tout le monde devienne comme moi quand on vient d'ailleurs, et il lui-même dit qu'il veut que la France garde son identité. Seulement, il y a un paradoxe. Comment la France peut garder son identité si, d'un l'autre côté, elle considère que toute personne qui aime la France peut être considérée comme française? C'est absurde et c'est incohérent. Jean Messia se présente comme une exception. Et il est sans doute une exception. Pourquoi alors s'obstiner à mettre en avant des figures issues de la diversité qui auraient rejoint le Rassemblement national, quand bien même les auraient-elles rejoint de manière purement circonstanciée? Pourquoi cette promotion? Pourquoi les mettre en avant en disant regardez à quel point le Rassemblement national n'est pas raciste? Si M. Messia considère que la France doit rester française et européenne, et que lui-même est l'exception qui doit confirmer cette règle, alors il doit être cohérent. Il doit accepter qu'il y ait le moins possible d'exemples comme lui. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. C'est pour ça que Jean Messia, malheureusement, envoie un message qui, à mon avis, politiquement est mauvais pour notre pays. Il envoie le message d'une diversité acceptée. Or, il faut que cette diversité ne soit pas acceptée, elle soit respectée, mais respectée par le fait qu'elle s'assume là où elle doit être. Et que nous n'avons pas vocation à devenir autre chose qu'un pays européen. Voilà ce que je voulais dire. Vous voyez, j'ai pris du temps cette position parce qu'il faut expliquer, d'une part, que cette position universaliste, qui est partagée par presque tous les partis d'ailleurs en France, est catastrophique, qu'elle explique tout. Donc Jean Messia doit bien comprendre que s'il veut s'opposer à l'immigration de peuplement, comme il prétend, eh bien il faut qu'il envoie un message totalement cohérent avec cet objectif, et absolument pas autre chose. Vous voulez une Europe européenne, il faut l'assumer comme telle. Zemmour le fait, alors Messia peut le faire. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission, qui va être consacrée à la question de la Turquie. Alors l'actualité, vous la connaissez peut-être, c'est donc cette pression migratoire terrible que les frontières grecques subissent. On est dans une situation quasiment qu'on pourrait appeler de guerre larvée, et dans cette affaire, la France, l'Allemagne et donc l'Union européenne derrière elle est assez inexistante et est en train de promettre plus ou moins des millions d'euros à la Turquie d'Erdogan en échange de sa bonne volonté. Cette position est intenable, j'expliquerai pourquoi. Alors, certains nombre d'entre vous ont demandé est-ce que je parle un petit peu d'histoire de la Turquie et de son peuplement. Donc je vais aller assez rapidement à cela. Comme vous le savez, la Turquie actuelle peut s'appeler Anatolie ou Asie mineure, à l'exception de petits morceaux de Thrace qui étaient conservés par la division entre Grecs, Serbes et Bulgares en 1913, qui a permis à l'Empire ottoman à l'époque de conserver ce petit morceau. Eh bien, l'Anatolie, donc ça veut dire l'Orient, et l'Asie, clairement Asie mineure, c'est Petite Asie, vous avez bien compris que ce n'est pas un pays européen par cette définition géographique. Néanmoins, le peuplement est complexe. Le peuplement fondamental, on va dire historique, ancestral de la Turquie, n'est pas indo-européen, et n'est pas non plus turc. C'est ce qu'on appelle une population asiatique. Donc asiatique, Asie, vous voyez bien pourquoi. C'est-à-dire cette population qui existait depuis la Turquie et peut-être même au-delà jusqu'à l'Iran, voire au nord de l'Inde, et qui était donc de langues variées, mais qui n'était pas de langue indo-européenne, qui n'était pas de langue sémitique, et qui n'était donc, c'était donc des populations comme les Sumériens, par exemple, les Élamites. Dans le cas de la Turquie, de l'Anatolie, les populations qu'on détecte sont les Ourites et les Hattis. Ce sont des populations non indo-européennes, clairement. Les Ourites vont avoir une part d'ascendance parmi les Arméniens. Les Arméniens sont des Indo-Européens, mais il y a mélangé plus ou moins aux Urartéens ou Ourites, les deux termes peuvent s'employer. Donc l'Asie mineure est asiatique, les Hattis notamment, qui vont donner nom à l'empire hittite, sont des populations pré-indo-européennes. Ce fonds de population a survécu à toutes les invasions, et c'est le fonds de population, aujourd'hui encore, de la Turquie. Malgré toutes les invasions, ce fonds de population, sauf à la marge, a subsisté. Un fonds anatolien, on va dire clairement les choses, dont Recep Erdogan est d'ailleurs assez représentatif, c'est-à-dire une population pré-indo-européenne, pré-sémitique de l'Anatolie. Par certains aspects, plus ou moins proches des Crétois et des Minoens et de la mer Égée, mais c'est plus compliqué que ça. Les populations égéennes et crétoises étaient plus européennes que les populations d'Asie mineure. Sont venus ensuite des envahisseurs indo-européens, hittites, palaïtes, louvites, phrygiens, cariens et autres, qui ont envahi donc ce territoire, mais en petit nombre. Puis des colons grecs, celtes, avec les Galates,
latin. Enfin, des populations albanaises, serbes et autres qui se sont retrouvées déportées en Anatolie. Des Circassiens, des peuples du Caucase, d'ailleurs, en parlant de Erdogan, il n'est pas totalement anatolien, puisque en fait il a aussi des origines géorgiennes, il faut le savoir. Il y a des peuples du Caucase qui ont été convertis, islamisés, turquisés, et qui font partie de la Turquie actuelle. Donc vous voyez que c'est une population composite. Donc il y a ce fond asiatique d'origine, qui a survécu à toutes les invasions. Et puis, alors, dans la dernière invasion, c'est l'invasion des Turcs. Alors les Turcs, lorsqu'ils sont arrivés dans l'Empire byzantin, et notamment dans l'Anatolie byzantine, n'avaient plus les traits asiatiques purs qu'ils avaient pu avoir à l'origine, même si certains devaient les conserver, parce que ces Turcs oghous, comme on les appelle, s'étaient mélangés avec des populations iranophones, notamment d'Asie centrale, tous ces peuples comme les Scythes d'Asie, etc. Donc il y avait déjà eu des mélanges avec des populations de type européen. Et donc lorsqu'ils arrivent, ils ont gardé quelques traits asiatiques, mais ils vont très rapidement se fondre dans la population. Si certains Turcs modernes aujourd'hui ont conservé quelques traits, parfois les yeux bridés qui réapparaissent, ou certains éléments qui rappellent l'origine turkmène ou d'Asie centrale, c'est quand même très rare. Vous voyez, toutes ces populations sont venues. Alors évidemment, l'Empire ottoman va brasser beaucoup de monde, y compris des populations arabes et sémitiques. La langue turque va s'enrichir considérablement de mots arabes, et de mots persans surtout. Et donc pendant des siècles, l'Empire ottoman ensuite va se développer, va conquérir une grande partie des Balkans, assiéger Vienne à plusieurs reprises, et il va ensuite avoir la décrue et le reflux. Ce reflux va être progressif, il va être lié au renforcement de la Russie et aux actions de l'Empire austro-hongrois, de manière à ce qu'à un moment donné, en 1913, l'Albanie devient indépendante, et donc presque toute l'Europe a été libérée, sauf la Thrace. En 1913, la coalition serbe, bulgare, grecque se déchire pour récupérer les derniers morceaux de l'Empire. Ça permet à l'armée ottomane de maintenir sa présence en Thrace et à Constantinople, qui aurait pu en 1913 être récupérée et qui ne l'a pas été. L'Empire ottoman, ayant fait le choix de l'Allemagne et donc des puissances de l'Alliance, de la Triple Alliance, est vaincu. Malheureusement pour l'Europe, l'Europe est exsangue par cette guerre. Donc il y a le traité de Sèvres. Le traité de Sèvres redonne quasiment toute la Thrace à la Grèce, et un morceau même de l'Anatolie, autour de Smyrne, Izmir. L'Empire ottoman est vaincu, la Cilicie, donc le sud de la Turquie, devait être attaché plus ou moins contrôlé par l'Italie, et un État kurde et un État arménien devaient voir le jour. L'Empire ottoman était donc démantelé jusqu'à presque tout. C'était une stratégie radicale, mais qui avait au moins le mérite de régler la question. Et Constantinople aurait été placée comme ville ouverte sous contrôle international ou sous contrôle européen. C'était en 1921, ça s'appelle le traité de Sèvres. Mais il y aura le traité de Lausanne de 1923. Qu'est-ce qui va se passer entre-temps? C'est bien beau de faire un traité, mais il faut encore avoir les moyens militaires et politiques de l'appliquer. Or, d'abord, il y a le bolchevisme qui s'est installé en Russie. Donc déjà, il y a un problème important. Et il est peut-être bon de ménager la Turquie par rapport à cette Russie bolchevique. Il ne faudrait pas que la Turquie devienne bolchevique aussi. Et puis il y a le phénomène Mustafa Kemal, qui va devenir Atatürk, le père des Turcs. Mustafa Kemal est né à Salonique, donc en Grèce. Il est plus européen que turc en réalité. Il déteste l'islam. C'est d'ailleurs quelqu'un qui est alcoolique à la fin de sa vie et qui va mourir de cela. Il considère que l'islam est responsable de l'effondrement du peuple turc et pense qu'il faut moderniser son pays, comme Reza Shah va le penser également en Iran ensuite. Mustafa Kemal Atatürk va être vainqueur sur le terrain. Malheureusement pour les Grecs, qui vont devoir, pour ceux qui ne mourront pas, qui vont devoir partir en Grèce. Et beaucoup de Grecs vont fuir la Turquie pour aller se réfugier en Grèce. Les Arméniens avaient trinqué en 1915 et Atatürk ne fera aucun effort pour eux, bien évidemment. Il battra les Kurdes, bien sûr, et va créer l'État turc moderne en s'inspirant des valeurs de l'Europe. Il va imposer notamment le vote des femmes très précocement, je crois dès 26 ou 34, je ne sais plus. Il va supprimer le califat, va moderniser le pays, interdire le fez, expulser tous les mots persans et arabes du vocabulaire turc, imposer l'alphabet latin aux Turcs, grande réforme, imposer aux gens de porter un prénom et un nom, alors qu'il y avait la typologie islamique auparavant. Voilà toute grande réforme entre 1921 et 1938, en 17 ans. Voilà ce que Mustafa Kemal va faire, interdire le voile dans les universités, etc. Il va aller très loin. Il va mourir en 1938 d'une cirrhose du foie, liée à son alcoolisme, et le pays va ensuite avoir Inonu comme dirigeant qui va mettre déjà de l'eau dans le vin de cet anti-islamisme
radicale de Kemal. İnönü va surtout éviter que la Turquie rentre dans la Seconde Guerre mondiale. Elle est tentée à un moment donné d'être alliée aux nazis, et finalement il y renonce, et elle va même déclarer guerre à l'Allemagne vers la fin, ce qu'on appelle le coup de pied de l'âne. Et puis dès les années 60, les partis comme la NAP, l'AP et autres vont commencer à mettre de l'eau dans le vin du discours laïciste dès cette époque. Seule l'armée est finalement garante un petit peu de cet esprit kémaliste, mais déjà les fondements de l'islamisme commencent à naître. C'est clairement dans les années 80 que ça va émerger. Il faut se souvenir de quelqu'un comme M. Erbakan, Necmettin Erbakan, qui est le mentor d'Erdogan, et qui à l'époque, à la tête d'un parti dont le nom m'échappe subitement, avait réussi à arriver au pouvoir. L'armée avait fait un coup d'État, et il l'avait arrêté, et son parti avait été dissous avant de rétablir la démocratie. Jean-Marie Le Pen avait rencontré Erbakan d'ailleurs, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes du personnage. Émule d'Erbakan, Erdogan. Alors Erdogan était l'héritier de l'islamisme d'Erbakan, il avait appris la leçon de ce qui est arrivé à Erbakan, il s'est dit que s'il allait face à face à l'armée directement, il perdrait, il se retrouve dans la même situation. Lui-même avait été condamné pour avoir fait l'apologie d'un poète islamiste qui avait parlé des minarets comme de baïonnettes. Et il a donc mis de l'eau dans son vin, très progressivement, il a atténué en façade son islamisme, et donc il a réussi à être maire d'Istanbul parce que beaucoup d'Anatoliens musulmans pratiquants étaient venus, avec l'enrichissement du pays, s'installer dans les deux grandes villes qui étaient Ankara et surtout Istanbul. Grâce à cet électorat anatolien musulman militant, Erdogan est devenu maire d'Istanbul, et ça lui a permis de devenir ensuite Premier ministre, puis désormais président. L'AKP a pris le contrôle du pays avec un caractère autocratique évident. Le dernier tentative plus ou moins de coup d'État de 2016 a considérablement renforcé Erdogan dans la répression. Répression contre les Kurdes, répression contre les journalistes, contre les enseignants. Le kémalisme aujourd'hui a été mis à genoux. Et le CHP, qui est l'héritier du kémalisme, reste minoritaire et n'arrive pas à trouver les clés du succès parce qu'il se rend bien compte que cet électorat islamique, il n'arrive pas à le récupérer et qu'il ne veut pas le récupérer d'une certaine manière puisque ce n'est pas sa ligne. Donc ils sont coincés. Le CHP sait qu'il ne peut plus gouverner, il ne peut plus être majoritaire parce qu'il ne peut pas, jouer cette ligne islamique. Ça n'est pas possible. Donc le CHP est perdant et le kémalisme est perdant. Ça c'est le contexte général. Alors que se passe-t-il avec cette histoire de migrants? D'abord il faut parler un peu de diplomatie. Recep Erdogan, évidemment, a été partie prenante du conflit syrien. Pourquoi? D'abord parce qu'il était décidé à faire tomber Bachar el-Assad à tout prix, et qu'il est dans une optique de néocolonialisme vis-à-vis de la Syrie. La France, d'ailleurs, de Hollande, n'était pas loin de cela, parce que la Syrie avait été placée sous mandat français jusqu'en 1945 dans le cadre de la SDN, et donc la France aussi se mêle de l'affaire syrienne, parce que c'est un ancien territoire, entre guillemets, colonie française. Donc ce sont les anciennes puissances qui veulent se déchirer ça. Ils ont profité du printemps arabe, qui a fini en hiver islamiste, pour donc faire tomber Bachar el-Assad, le déstabiliser. C'est là que la Russie est intervenue, et c'est là que l'État islamique est né. Donc les Américains avaient déstabilisé l'Irak, on a déstabilisé la Syrie, et entre les deux va se créer l'État islamique, Daesh. Où des combattants, même venant de France et d'ailleurs, et de Tchétchénie d'ailleurs, vont venir, européens de souche ou pas, se faire recruter, convertir, et se faire recruter pour commettre des crimes et des horreurs. Contre les Kurdes et contre d'autres. Voilà. Cet État islamique, il a fallu finalement que la Russie soit partie prenante pour y mettre fin. C'est la Russie qui a fait le sale boulot des autres. Et dans cette affaire, évidemment, il y a deux pôles qui s'opposent, la Turquie d'Erdogan et la Russie de Poutine, qui se sont alliés à un moment donné à plusieurs reprises, et puis qui se sont ensuite bagarrés. Récemment, il y a eu une trentaine de soldats turcs qui ont été tués par un bombardement plus ou moins russe, et donc Poutine a reçu Erdogan en Russie, et il a remis un peu les choses au point, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un acte, il y a une paix, la paix d'Idlib, qui est plus ou moins maintenue, parce que Poutine a montré à Erdogan qu'il était plus puissant que lui. Erdogan n'est pas content, et alors il a besoin d'avoir l'opinion publique turque de son côté. Or, il y a 3,5 millions ou 4 millions de migrants qui sont en Turquie. Donc, il y a 3 à 4 millions de personnes qui sont réfugiées, donc syriens en grande partie en Turquie, mais les migrants qui assiègent aujourd'hui les frontières de la Grèce sont à 4% seulement des Syriens. Donc on nous parle de réfugiés syriens, mais en réalité nous avons affaire à des populations africaines, afghanes, pakistanaises et autres, qui veulent venir en Europe, soit au Royaume-Uni, soit en France, soit en Allemagne, essentiellement. Dans les pays qui les attirent, soit parce qu'ils offrent de l'emploi, soit parce qu'ils offrent, comme la France, beaucoup d'aide sociale. Moralité des courses, on nous parle de réfugiés syriens qui ne sont pas des réfugiés syriens, mais des migrants clandestins qui veulent rentrer à l'issue, enfin poussés par la Turquie. Alors Erdogan a été très fort dans cette affaire. Je vous rappelle qu'il a obtenu quelques milliards d'euros de l'Union européenne et des pays, donc des pays de l'Union européenne pour garder des migrants chez lui.
et que donc il fait pression en disant je ne veux plus les garder, et il y a des discours du ministre de l'Intérieur turc ou d'Erdogan lui-même qui sont très graves. Il explique je vais jeter 1 million de migrants à l'Europe comme ça, les gouvernements vont tomber, tout va être... C'est une déclaration d'agression cela. Or on ne répond pas comme lui. Au lieu de lui dire bah, écoute mon bonhomme, t'es gentil, bon bah maintenant ça suffit, hein, tu vas pas nous faire chanter, et on va te faire comprendre comment, eh bien on s'écrase, évidemment. Pourquoi? Alors d'abord, il y a une solution très simple pour régler le problème. Il suffit de s'allier avec la Russie. Il suffit que l'Europe enlève toutes les sanctions à la Russie et se rapproche de Poutine en disant bah, Erdogan, ça suffit. Si Poutine se met de notre côté, Erdogan il est pris entre la Russie et l'Europe, il est fini. C'est terminé. Donc il ne nous impose rien. Il suffit de jouer la carte russe. Point. C'est tout et c'est réglé. Donc Erdogan a dit je jette ces migrants. Et il commençait à les instrumentaliser en les envoyant, les met par des bus, par des taxis, etc. Il les a fait partir vers les côtes, vers la frontière. D'une Grèce qui est saturée, et à moins que l'Aube dorée se retrouve à 40% des voix, le gouvernement grec actuel ne peut pas accepter cela. Donc la droite grecque bloque clairement les frontières, elle a raison de le faire. Les populations locales des îles n'en veulent plus, les associations allemandes et autres de l'ONG se font refouler par la population elle-même, qui en a assez. Moralité des courses, c'est très grave. Nous sommes dans une situation de guerre larvée, et en réalité de guerre tout court, puisqu'en fait, nous avons un pays voisin de l'Europe qui nous dit « je vous envoie qui j'ai envie de vous envoyer chez vous, et puis vous allez prendre la figure, et puis c'est tout ». C'est inadmissible. Alors, ce que je répondrais moi, si j'étais à la tête d'une Europe qui avait des... D'abord, si j'étais à la tête d'une Europe qui était une vraie Europe, Erdogan ne l'aurait pas fait. Bon, mais si j'avais moyen, je répondrais quelque chose de très simple à Erdogan. Écoutez, monsieur Erdogan, personne ne vous oblige à garder ces migrants. Vous n'avez qu'à les renvoyer dans leur pays, tout simplement. Sauf que vous ne pourriez plus nous faire chanter avec eux. Donc, c'est clair. Il suffit de répondre à Erdogan, il n'y en a aucun qui passera, aucun passe-droit, rien, zéro. Si vous ne pouvez plus les garder, d'abord vous n'avez qu'à arrêter d'intervenir en Syrie du Nord-Ouest, personne ne vous y oblige, foutez l'appel à Syrie, que Bachar el-Assad reprenne l'ensemble du territoire syrien, et à ce moment-là vous renvoyez les Syriens dans leur pays. Et ceux qui sont déjà en Europe, nous on les renverra aussi, puisqu'ils n'ont plus de raison de rester. Voilà. Quant à ceux qui viennent d'Afrique, d'Afghanistan et de partout, vous n'avez qu'à les renvoyer d'où ils viennent. De toute façon, c'est pas des... La Turquie ne respecte pas le principe de droit d'asile, il faut le savoir. Donc qui l'oblige à les garder? Point. Tout est dit. Voilà. Alors il faut bien sûr soutenir les Grecs. Beaucoup de gens identitaires et autres ont pris une position en faveur de la Grèce, bien sûr. Il ne faut pas être naïf. Il est probable que la Grèce cède plus ou moins en partie. Mais il est probable qu'Erdogan va arrêter son jeu parce qu'il va avoir quelques milliards ou quelques millions en plus. Voilà. Malheureusement, ne rêvons pas, il est peu probable que la Grèce résiste. Mais ces migrants vont sans doute en grande partie rester en Turquie, on va réussir à peu près à obtenir ça, à un prix politique lourd et diplomatiquement lourd. On va, encore une fois, certainement courber le dos devant Erdogan. Et donc l'habituer à nous faire chanter tous les 4 matins dès qu'il y a un problème interne à son pays. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, on peut dire que nos amis grecs sont quand même des gens courageux. Et il y a cette fameuse phrase qui carrément définit le drapeau grec, qui en grec c'est Eleftheria ou Thanatos, ce qui veut dire la liberté ou la mort. Ça a été le slogan des combattants de Missolonghi, donc avec Lord Byron entre 1820 et 1830 pour défendre la liberté et l'indépendance de la Grèce qui luttait contre l'Empire ottoman oppresseur. Donc c'est une Grèce qui connaît bien son ennemi et qui ne l'aime pas. C'est une Grèce qui a toutes les raisons de résister, et avec la population grecque, même les gens de gauche et d'extrême gauche qui sont nationalistes aussi à leur façon, ce qui n'est pas le cas en France. Nous avons donc une Grèce qui va se défendre, mais qui va négocier elle aussi avec le reste de l'Europe le partage des migrants à un moment donné. Parce que ce que les Grecs disent, c'est on ne les veut pas, mais ils ne disent pas il faut les bloquer. Vous voyez, la Bulgarie a carrément agi en faisant monter le niveau des eaux de son fleuve pour empêcher les migrants clandestins. Et des policiers d'Autriche, de Pologne, de Hongrie, d'autres sont venus en renfort des... voilà. L'Europe par les faits et pas par les mots. Et voilà. Malheureusement, on reste dans une Europe des États. On reste dans l'État grec confronté à un problème à ses frontières qui concerne toute l'Europe. C'est bien l'impuissance du souverainisme. Voilà qui va m'amener, évidemment, naturellement, d'abord au coronavirus, et puis ensuite à la question de la souveraineté. Alors, étape 3... Le coronavirus. Pour l'instant, je l'espère, je n'en suis pas atteint. Mais j'ai quelques signes actuellement de fragilité et de toux permanente, même si ça ne se voit pas là. Et donc, je suis quand même inquiet. Beaucoup de Français ont des symptômes de grippe, de tout ça. Tout le monde n'a pas forcément le coronavirus, mais c'est inquiétant.
Ça crée une fatigue pour les gens, et un stress, et beaucoup de choses. Et là, je vous avoue que je fais cette émission parce que je m'y étais engagé. Cette fatigue, beaucoup de Français l'ont sous toute forme, et il faut maintenant protéger nos anciens, protéger les gens fragiles. Mais on voit que cette maladie peut tuer des gens plus jeunes, qui n'avaient pas de pathologie reconnue. Voilà, son taux de mortalité est à peu près inconnu, puisqu'on n'a pas le nombre réel de malades. Puisqu'il faut dépister pour savoir qui est malade. Donc le pourcentage actuel il est calculé par le nombre de morts sur l'ensemble des gens détectés. Ce pourcentage n'a pas de valeur. S'il y a 10 fois plus de cas, le pourcentage est divisé par 10. Ce qui est sûr, c'est que c'est une sale maladie, et qu'on aurait mieux valu quand même éviter de l'avoir, et qu'elle va avoir un impact économique extrêmement important, extrêmement redoutable en Italie, en France, mais en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Je pense que Trump là-dessus prend des risques, même s'il est un peu pour rien, parce que le système de santé américain n'est pas armé correctement. Ce libéralisme outrancier va permettre aux gens riches d'être protégés, mais le nombre de morts peut être très important. C'est vraiment parce qu'il y a des morts qui peuvent être générées par la maladie elle-même, mais les conséquences, si vous avez deux hôpitaux qui sont surchargés, vous faites un AVC ou une attaque cardiaque, et l'ambulance, elle met une demi-heure pour venir au lieu de 10 minutes, ou elle vient pas, ou il n'y a pas de chambre, ben vous êtes mort chez vous. Et c'est pas un mort direct du coronavirus, mais c'est un mort quand même. Vous voyez, les choses sont complexes. La saturation des systèmes médicaux, la contamination des personnels médicaux qui n'ont pas les moyens de se protéger suffisamment, tout ça, ça démultiplie les conséquences. Et la France n'a pas anticipé, l'Italie n'a pas anticipé. Et l'Union européenne n'a rien fait, bien sûr, parce que l'Union européenne n'a pas son mot à dire. Elle n'a aucun pouvoir en la matière. L'Union européenne ne peut en aucune manière décider de mettre la quarantaine dans un pays. L'Union européenne ne peut pas interdire les manifestations. C'est pas l'État, c'est que l'État national qui peut agir. Donc on peut dire l'Union européenne ne fait rien. Mais que voudriez-vous qu'elle fasse? Ça n'a aucun pouvoir. Ça ne relève pas de ses compétences. C'est la preuve que nous ne sommes pas dans une Europe politique. Parce que sinon il y aurait une action concertée. Et chaque pays fait n'importe quoi, chaque pays fait à sa sauce. Boris Johnson récemment voulait laisser la population britannique se faire contaminer en pensant que ça créerait des résistances immunitaires. Il paraît qu'en France c'était la même idée. Belle connerie. Dans ce cas-là, il faut que on ait tous la peste, comme ça, ou tous Ebola, comme ça on sera beaucoup plus fort et immunisé. C'est pas très malin comme logique. Il fallait anticiper. Et c'est la faillite de la globalisation, c'est la faillite de ce modèle économique où il faut faire tout par les Chinois, c'est la faillite d'un modèle où finalement il y a le tourisme de masse. Bon, quelle est l'erreur que la France a faite dans cette affaire? Dès les premiers cas en Chine, et puis il faut savoir que toutes les épidémies de grippe et compagnie viennent de Chine, hein. Les causes sont toujours les mêmes pour les épidémies mondiales depuis des années. Les marchés d'animaux en Chine. Les conditions dont les animaux sont traités en Chine, sans parler de manger les chiens et les chats, hein, les massacres de cette fameuse fête horrible qui choque tous les gens du monde entier, c'est mauvais, parce que vous avez des animaux exotiques en plus. On ne parle pas de bœuf coupé en viande, on a parlé, les médias vous ont parlé de chauves-souris, de pangolins, de serpents, etc., etc. Alors en Europe, vous dites qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez quelques vidéos qui circulent sur Internet, on voit à base de souris, de mollusques vivants et compagnie, qui ne vous donnent pas forcément envie de manger. Hein. Donc il y a quand même des conneries depuis longtemps. La Chine a beau avoir un QI plus élevé que l'Europe, eh bien il y a quand même quelques comportements qui, ne sont pas très sains, et sont vecteurs, surtout problématiques, sont vecteurs de maladie. Donc toutes les épidémies, ou presque, partent de Chine chaque année pour arriver jusqu'en Europe, y compris la grippe traditionnelle, classique. Moralité de l'équation, ben là encore une grippe encore un peu plus méchante que d'habitude, un peu plus vicieuse. Bon. Dès le départ des premiers cas à Wuhan, la Chine a verrouillé son pays, comme elle a pu. Il fallait faire ça au niveau mondial, puisque la Chine verrouille les zones malades, il fallait que le reste du monde verrouille la Chine. Seulement vous dépendez d'elle économiquement. Et l'économie a pris le relais. Et on découvre qu'il y a plein de Français qui étaient à Wuhan, qui étaient à Wuhan et compagnie. Qu'est-ce qu'ils foutaient là? On se dit, mais pourquoi il y a autant de Français là-bas? Parce que c'est l'histoire économique, évidemment, des intérêts économiques. Donc, on se retrouve quoi? Ben, on retrouve que la France est en première ligne de tout. Tous les conflits mondiaux peuvent avoir lieu chez nous. On fait des manifs pour la Palestine en France. Il y a des attentats terroristes islamiques en France, etc. Et maintenant, ben, la moindre pandémie dans le monde, elle arrive. Alors, il y a Ebola, il y a eu quelques cas, probablement Ebola est arrivé aux frontières de la France par l'immigration africaine au moment de la crise d'Ebola, mais on a réussi à détecter, à empêcher son arrivée et son implantation. Puis c'est une maladie qui n'est pas trop le froid, on a eu de la chance. Mais là, on a une pandémie, l'OMS l'a dit, c'est une pandémie qui c'est peut-être pas la peste qui tue un tiers des Européens, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas à faire une crise de panique et dévaliser tous les magasins en enlevant tout ce qu'il peut parce qu'on va rester 6 mois à couvert dans les abris, c'est pas le cas.
Mais on va avoir un mauvais moment, quelques semaines à passer. Donc, vous voyez, le tourisme de masse, le tourisme international, tous ces gens qui sont étrangers, il fallait évidemment, si on acceptait que les Français qui reviennent de Chine, il fallait les mettre en quarantaine immédiatement, dès le départ. Tant pis, tous en quarantaine 15 jours. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné en disant qu'ils étaient arrivés aux aéroports, il n'y avait aucun contrôle. Bon, faut pas chercher ailleurs. Le virus, c'est peut-être pas depuis 3 semaines en France, hein, peut-être plus. Et donc, il y a eu des clusters, qu'on appelle ça, donc des zones d'implantation qui se sont mis en place, et alors, toutes les conneries possibles. En l'Oise, parce que les militaires n'ont pas été confinés, et ils avaient été chargés de ramener donc des Français de là-bas, ils n'ont pas été confinés, contamination. On laisse faire les mouvements évangélistes, il y avait pourtant le cas de la Corée du Sud, qui avait montré ce que les conneries de religion parfois pouvaient amener. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Cherchez pas, à Mulhouse, voilà, des prières évangélistes pendant 5 jours. En disant, les gens ont le droit d'avoir la religion qu'ils veulent, mais enfin, c'est pas l'évangélisme protestant américain, c'est pas vraiment ce que je préfère le plus. Hein. Je préfère les gens qui aillent à la messe, ou qui aillent au temple protestant classique, ou qui au temple orthodoxe, ou qui soient païens, plutôt que, comment dire, d'aller faire les zouaves, à faire des prières et chants à la con pendant 5 jours. Ben, résultat des courses, les gens chantaient, et maintenant, ils dansent, hein, comme la fameuse fourmi explique à la cigale, vous dansiez, vous chantiez, j'en suis forez, maintenant dansez. Hein, c'est un peu comme les migrants, ils chantaient, ils dansent maintenant. Bon, mais voilà. Et donc, on fait danser tous ces gens-là, faire se trémousser, Dieu, non pas Allah, mais c'est pareil, hein, logique religieuse, Dieu, des prières à la con, résultat 800 contaminations, le pasteur, toute sa famille contaminée, et puis après, ils repartent dans les provinces, alors la Guyane, la Corse, partout. Donc, le virus, sympa. Mouvement évangéliste qui se ressemble à Mulhouse de toute la France, et puis on va contaminer, on va se balader partout, puis on va créer des clusters un peu partout. Donc un cluster à Mulhouse, évidemment, puis on a dans le Bas-Rhin, puis il va y avoir un cluster en Corse, puis il va y avoir un cluster ailleurs. Et puis ça, c'est 2 exemples, il y en a avoir 5, 6, 10, 15. Des gens qui disent pas qu'ils sont revenus de Chine, et qui toussent, enfin n'importe quoi, quoi. Donc, le grand bordel. Moralité des courses, la maladie s'est implantée. Alors les Italiens ont encore été plus nuls que nous, donc ils l'ont eu 9 jours avant, et maintenant tous les analystes professionnels disent qu'on est dans la phase de l'Italie il y a 9 jours. Voilà. Alors on a peut-être un petit peu de marge, l'expérience italienne va nous permettre de limiter un peu plus la casse, j'en sais rien. Mais de toute façon c'est clair, ce qui va être décidé par le gouvernement, c'est qu'ils vont décider, là je parle le 14 mars, je pense qu'ils vont décider, là ils ont déjà fermé tout, aujourd'hui ils ont déjà fermé tous les restaurants, les théâtres, les cinémas, machin, ils ont dit aux gens qui ne faisaient pas des métiers indispensables de ne pas venir, etc. etc. Et ça va bouger encore, et je pense que dans les jours à venir, on va avoir un cloisonnement complet, les TGV vont s'arrêter, voilà, on va avoir tout, quoi. Donc, moralité de cette équation, bah, de toute façon, on va avoir 3 semaines où on va être cloîtré chez nous. Hein. À mon avis, c'est parce que ça va finir comme ça, tout simplement. Comme en Italie. Et foutez-vous la paix, et seuls les policiers, les gens qui sont vraiment indispensables, et l'armée, etc., vont être actifs. Et les magasins, commerces, etc., de nourriture, les supermarchés, etc. Donc, il y a des gens qui vont quand même prendre des risques. Il faut mettre des masques, c'est clair. Le masque protège pour les autres et il peut aussi nous protéger quand même. Parce que les études médicales laissent penser que c'est un virus qui est assez gros. En gros, ça veut dire qu'il a une grosse taille et que donc des masques suffisamment fins, avec un maillage suffisamment adéquat, pourraient lui barrer la route, sauf personnel médical, parce que les personnels médicaux sont face à une accumulation du virus en masse, c'est-à-dire que les malades sont autour d'eux et donc ils sont en première ligne. Voilà, on peut dire un peu ce coronavirus, c'est la preuve que la mondialisation est un échec, qu'il faut arrêter ce tourisme de masse, aller faire le zouave en Maroc, là il y a 800 Français qui sont coincés au Maroc parce que le Maroc vient de décider de fermer ses frontières, et ils sont en quarantaine, donc voilà, hop, en ce moment c'était vraiment le moment de passer les vacances au Maroc ou dans ce pays, donc ils sont coincés, ils demandent à la France de les rapatrier, sauf qu'ils peuvent être contagieux. La France a peut-être autre chose à faire que rapatrier les gens qui sont allés faire du tourisme ailleurs, qui se foutent la paix. Donc vous voyez, foutez-vous la paix. Pour passer du coq à l'âne, il est évident que Maznef ne serait pas allé faire ce qu'il a fait en France. Et il est allé où? Faire du tourisme international. Vous voyez? Tourisme international, c'est-à-dire on ramène toutes les maladies du monde, on dilapide les devises de la France à l'étranger, même s'il y a des Chinois qui viennent en France, il n'est pas sûr qu'on ne dépense pas plus nous à l'étranger que les Chinois ramènent de l'argent en France. Il faudrait vérifier en bilan. Voilà, et puis les touristes chinois, ils peuvent ramener le virus chinois aussi. Hein, voilà. Alors les Chinois, dans la rue en France, couvrent les populations asiatiques ont tendance à se couvrir beaucoup plus le visage. C'est rassurant d'une certaine manière, et ils ont compris, ils font l'effort. Peut-être faudrait-il que tous les Français soient en masque. Peut-être que la consigne dirait, vous sortez tous en masque. Comme ça, effectivement, on limite maximum la contamination. Mais effectivement, celui qui ne sort pas risque pas d'être contaminé. On verra ce qui va être décidé des arbitrages de pouvoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il est possible qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient. Moi, le premier, on l'est sans le savoir, parce que les symptômes ne sont pas assez nets.
Les deux symptômes significatifs, ça serait la toux sèche, moi j'ai plutôt une toux grasse, mais bon, ça ne veut rien dire, et puis la fièvre, et puis les fatigues, les courbatures, et parfois, dans les cas les plus graves, des problèmes de respiration pulmonaire, voilà. Et les hôpitaux semblent un peu dépassés par les événements aujourd'hui, même si ils ont essayé d'anticiper. Et puis donc aujourd'hui, on a une élection qui est prévue aujourd'hui. Hein, on est le premier tour des élections municipales. Elles ont été maintenues in extremis par le pouvoir qui hésitait beaucoup. Je ne sais pas s'il y aura un second tour la semaine prochaine. S'il n'y a pas de second tour, est-ce que le premier tour va être annulé? Est-ce que les gens qui prennent aujourd'hui un risque d'aller voter, finalement vont voter pour rien? J'en sais absolument rien. Il y a des gens qui vont voter. Bon, maintenant je ne sais pas. Les personnes âgées ne vont pas voter. Pour beaucoup d'entre elles, elles ont peur, elles ont raison. On leur dit de rester chez elles, on leur dit d'aller voter. Bon, pas très cohérent. Si le taux de participation est très faible, de toute façon cette élection sera illégitimée par nature. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore aujourd'hui. J'en reparlerai certainement, on fera le bilan de cette affaire coronavirus dans quelques semaines, ça sera derrière nous, heureusement. Mais voilà, les coronavirus, donc absence de réponse européenne. Alors on dénonce. Alors les souverainistes attaquent l'Allemagne parce que l'Allemagne aurait mis des masques européens sous contrôle allemand pur et donc ils auraient joué le côté égoïste et pas solidarité européenne. Oui, d'accord. Mais je vois mal les souverainistes qui prônent la souveraineté nationale se plaindre de ça. L'Allemagne a fait ce qu'ils disent. L'Allemagne a prouvé qu'il n'y avait pas d'Europe politique puisqu'elle peut de manière souveraine le faire et que personne ne lui dit rien. Et la France fait tous les jours des choses que l'Union européenne ne prévoit pas. Voilà, donc on va naturellement ainsi parler de l'Union européenne et parler de la réalité politique de l'Union européenne. Alors, donc partie 4, hein, voilà, l'Europe, l'Union européenne, les nouveaux dirigeants de l'Union européenne et toujours nos amis, les souverainistes bobardesques, qui nous racontent absolument n'importe quoi. Tout est leur contraire. L'Union européenne, c'est évidemment le Troisième Reich, l'Union soviétique, le diable, les États-Unis, je ne sais pas qui encore derrière, c'est vraiment les reptiliens. Et la franc-maçonnerie, et tout ça, et l'oligarchie, et les fameux lobbies, jamais nommés. Hein, mais les lobbies contrôlent le Parlement européen, etc., etc. Il y a des groupes de pression, évidemment, il y en a en France partout. Les premiers groupes de pression sont les grands oligarques, Pinault, Bolloré, Arnault, Lagardère, etc. Ils sont bien français, ils sont bien catholiques. Et donc, visiblement, le problème n'est pas nécessairement là où on croit. Hein. Et ces oligarques tiennent le pays, c'est M. Sarkozy qui est sur le yacht de Bolloré, c'est Hollande, c'est Macron, c'est les banques, mais pas seulement la banque Lazare et Rothschild, hein, c'est les banques en général, c'est les affaires, les lignes financiers, la bourse avait dévissé de 12,5% jeudi. Vous voyez, on est dans ce contexte-là. Donc, l'Union européenne. Alors, cette Union européenne, donc, on lui prête à la fois tous les pouvoirs, elle dirigerait les États, elle donnerait des ordres à Macron et à Merkel, et en même temps, on dit, ah, comment ça se fait, elle n'agit pas pour le coronavirus, elle n'agit pas pour la crise des migrants, etc. Ou alors, elle agit, mais mal. Ursula von der Leyen annonce 500 millions d'euros donnés à la Turquie, mais elle n'a aucun pouvoir de cet argent. Donc c'est bien parce que Merkel et Macron veulent acheter Erdogan qu'elle propose ça, mais elle est mise en première ligne. En fait, c'est simple, c'est toujours le même principe depuis des années. Le gouvernement français veut quelque chose qui est impopulaire. Oui, il a une position qui sait qu'il est impopulaire. Donc il ne va pas l'assumer. Et Macron va expliquer qu'il soutient les Grecs. Mais dans le même temps, derrière, les mêmes font expliquer à l'Union européenne et à Ursula von der Leyen il faut donner de l'argent à Erdogan. Ce sont les mêmes. Alors, quand Mme von der Leyen promet 500 millions d'euros à la Turquie, tous les bœufs vont dire regardez, l'Union européenne, elle achète la Turquie, elle nous trahit, elle trahit les Grecs. Mais non, l'Union européenne n'est qu'un masque, c'est un paravent. Derrière, ce sont bien les chefs d'État et de gouvernement, notamment de la France et de l'Allemagne, qui dirigent. Ce ne sont pas des gens qui obéissent, ils n'ont pas été nommés par l'Union européenne, ils nomment les responsables de l'Union européenne. Alors, voyons comment ça se passe. Là, le Parlement européen a été mis en place. Les élections européennes ont eu lieu en 2019. À l'issue de tout ce principe, donc vous avez donc des eurodéputés, britanniques à ce moment-là aussi, qui vont donc partir, et donc il faut élire les dirigeants de l'Union européenne, et donc la fameuse commission. Comment ça se passe concrètement? D'abord, je rappelle à nos amis souverainistes de l'UPR et d'autres que ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui proposent pour chacun de leur pays leur commissaire. Ensuite, il y a la question de la présidence de la commission. Il était coutumier depuis quelques années que ce qu'on appelle le Spitzenkandidat, le candidat tête de liste du parti majoritaire, devienne président de la commission. C'était donc un certain Manfred Weber, un Allemand de la CDU. Mais Angela Merkel ne voulait pas
de Manfred Weber, pourtant de son propre parti. Mystérieux. Et elle propose, elle indique qu'elle aimerait, enfin elle l'indique pas comme ça, mais elle aimerait bien que ce soit son ministre de la Défense, Ursula von der Leyen, qui devienne présidente de la Commission. Parce que je pense que Ursula von der Leyen l'a gêné, et que ça gênait le successeur attitré à l'époque, Anne Kramp-Power, je ne sais plus quoi, qui d'ailleurs a démissionné dans une affaire locale, puisque l'AfD et les CDU de Thuringe ont fait alliance temporairement pour empêcher un communiste, et que donc ça a choqué terriblement l'opinion manipulée allemande, en tout cas l'opinion officielle, et que donc Mme Merkel a été bousculée, et que Mme AKK donc, a décidé de jeter l'éponge et de quitter la présidence de la CDU. Mais c'était après que Mme von der Leyen soit devenue présidente de la Commission. Donc voilà Ursula von der Leyen, qui est donc envoyée à la Commission. Bien entendu, elle sera bien payée, mais c'est aussi pour s'en débarrasser d'elle dans le cadre national. Et donc Ursula von der Leyen, elle est mise en place. Mais Merkel n'impose pas l'Union européenne. De toute façon, ça aurait été un autre Allemand. Il y avait un candidat belge, je ne sais plus, néerlandais, qui inquiétait beaucoup Orban, et d'autres. Il y avait pire, éventuellement. Et donc, cette Madame von der Leyen, elle propose ses commissaires, mais qui sont été demandés par les gouvernements. Alors, depuis quelque temps, le Parlement européen, depuis le traité de Lisbonne, peut refuser les commissaires qui sont proposés. Il ne peut pas encore en destituer, mais ils peuvent en refuser. Et bien, c'est ainsi que Sylvie Goulard, proposée par M. Macron, a été recalée. Et qu'il a dû proposer un autre candidat, Thierry Breton, je crois, qui donc a été proposé et cette fois-ci accepté. Donc, un gouvernement peut quand même perdre. Goulard a été rejeté. Mais il faut dire que la candidature de Goulard était très mal embarquée, elle était liée au scandale des fameux assistants parlementaires de Bayrou et compagnie, et que donc, elle n'était pas en odeur de sainteté, et que c'était trop. Donc, Macron a perdu. Vous voyez, le Parlement européen peut quand même jouer un petit rôle maintenant. Et c'est salutaire. Mais il l'a joué à la marge. Le vrai courage aurait été de refuser von der Leyen et de refuser tous les commissaires. Alors Madame von der Leyen a quand même dû passer devant le Parlement. Et elle a été élue de justesse. Par qui a-t-elle été sauvée? Et là, on voit le masque souverainiste qui tombe. Par le mouvement 5 étoiles, qui a sauvé Madame von der Leyen. Par Orban, et même par le PiS polonais. C'était des gens qui disaient plus grand mal de Merkel et de l'Allemagne, et la pression migratoire, qui soutiennent Ursula von der Leyen par peur d'avoir pire à la place. Et donc, en fait, ce sont des ensuite, il y a des combines entre États. Ce n'est pas l'Union européenne qui dirige les États, c'est bien les États qui dirigent l'Union européenne. Comment? Donc, Madame Ursula von der Leyen est proposée par Merkel. Macron dit oui, et obtient l'accord des autres. Il aurait pu être un refus. Alors, les gens vont dire, oui, regardez, l'Allemagne dirige l'Union européenne, parce que Mme Merkel a imposé von der Leyen. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, les gars. C'est de la négociation permanente. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, M. Macron a dit, ok, je suis d'accord, von der Leyen, d'accord, mais je veux quelque chose en échange. Et c'est en échange, je veux la Banque Centrale Européenne. Et donc, il a obtenu que Mme Lagarde, Christine Lagarde, qui vient du FMI, donc une bonne technocrate mondialiste, se retrouve à la tête de la Banque Centrale Européenne. Ce n'est pas des lobbies et des banques qui ont imposé Mme Lagarde, c'est bien Emmanuel Macron tout seul. Il dit, tu veux la commission, je te la donne, mais moi je veux la banque. Après, il y a l'Italie. Il faut remercier le gouvernement fantoche italien qui a empêché Salvini d'arriver au pouvoir. M. Conte a fait alliance avec le mouvement 5 étoiles pour empêcher Salvini d'avoir des élections et de les gagner. Il faut dédommager. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on donne la présidence du Parlement européen à un Italien de gauche, du Parti démocrate de M. Renzi. Eh oui, et un ennemi déclaré de Salvini. Voilà, là, l'Italie est achetée. La Belgique et en Bruxelles, on met un Belge à la tête de la présidence européenne. Pourquoi ce Belge? Il avait résisté à la NVA, de Bart de Wever. Il avait perdu le pouvoir suite à cette même NVA. Il fallait le dédommager. On aide les amis. On a aidé Juncker, qui allait se faire balayer par les élections au Luxembourg. On a aidé tous ces gens. Alors, je ne sais même pas le nom du haut-commissaire de la diplomatie européenne actuelle. Il y a Mme Catherine Ashton, une Britannique totalement inconnue. Il y a Mme Mogherini, il n'y a pas si longtemps que ça. De toute façon, ces gens sont choisis pour ne faire d'ombre à personne. Ni au ministre des Affaires étrangères, ni au gouvernement. On prend des seconds couteaux. Pensez bien que si l'Union européenne était si puissante, c'est Macron et Merkel qui la dirigeraient. C'est pas Mme von der Leyen ou M. Michel. Vous voyez,
Là où il y a du pouvoir, il y a des gens de pouvoir. Si l'Union européenne avait du pouvoir, les gens qui y seraient des gens de pouvoir. Or, ce sont des seconds couteaux. Voilà une belle démonstration. Alors, l'Union européenne impose-t-elle des GOP? Qu'est-ce que c'est le GOP? Les grandes orientations de la politique européenne. Grandes orientations, ça veut ce que ça veut dire. C'est comme les livres blancs. Ce sont des indications. Sont-elles obligatoires? Absolument pas. Amènent-elles à des sanctions? Certainement pas. Maintenant, ces GOP, ils ne poussent pas dans les arbres. Qui est derrière les propositions? C'est quand même bien les chefs d'État et de gouvernement aussi, par le biais de technocrates nationaux et européens. Sachez d'ailleurs qu'il n'y a pas de technocrates européens, contrairement à ce qu'on croit. Ce sont des technocrates nationaux dédiés à l'Europe. Il n'est même pas sûr qu'ils soient payés par une banque européenne. Je pense qu'ils sont payés par leur propre État. De ce que j'ai compris, c'est ça. Vous voyez le truc tendu. Vous n'avez pas de vrais fonctionnaires européens. Vous avez des fonctionnaires... Prends un exemple. J'ai passé un concours européen il y a plus de 20 ans, une quinzaine d'années, il y a 15 ans. Un concours était réservé aux gens des 15 anciens États membres, puisqu'en fait, il y aurait des concours ensuite ouverts aux 10 nouveaux États membres de l'époque, donc les pays de l'Europe centrale et orientale. Voilà. Et donc, c'est un concours national, de fait. Bon, et il y avait des quotas par pays. C'est-à-dire que vous avez tant de places, mais vous avez aussi des quotas par pays. Moralité d'équation, on est bien dans un cadre national. Nous sommes dans une Europe des États. Et nous sommes dans une Europe des États souverains. La souveraineté des États a été aliénée uniquement dans la question de l'euro. Mais l'euro, d'ailleurs, il est totalement lié à l'Union européenne, puisque tous les États membres de l'Union européenne n'ont pas l'euro. La Hongrie n'a pas l'euro, la Pologne n'a pas l'euro, etc. Le Danemark, la Suède. Bon. C'est bien la preuve que la zone euro est incluse dans la zone euro, dans l'Union européenne, mais n'est pas la zone de l'Union européenne. Vous voyez la subtilité des choses. Il y a une zone euro, certains proposent la gouvernance de la zone euro, pas une gouvernance européenne complète, mais une gouvernance limitée aux États membres de la zone euro, etc., etc. Donc ce sont bien les chefs d'État et de gouvernement qui sont à la manœuvre. Quelles sont les institutions principales de l'Union européenne? Donc le président européen n'a aucun pouvoir réel. Il y a le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, vous l'avez compris, c'est les chefs d'État et de gouvernement, donc c'est bien les États. Vous avez le Conseil de l'Union européenne qui est composé des ministres, là encore, les ministres de chaque domaine, donc c'est bien les États. Et vous avez le Parlement européen, la Commission européenne, qui est par État, chaque pays a son commissaire. La seule entité qui ressemble un petit peu à un truc politique, c'est le Parlement européen, mais je vous rappelle qu'il est élu par pays, et qu'il y a un nombre de députés par pays. Donc vous voyez, le Parlement européen est sans doute l'entité la plus démocratique qui existe dans ce système, parfois les plus démocratiques même que le Parlement français ou anglais, parce que le mode de scrutin, c'est la proportionnelle, donc c'est beaucoup plus sain. Ce Parlement européen pourrait agir et pourrait faire basculer le système, c'est-à-dire exactement ce que je prône, mais c'est le seul endroit où il y a un peu de démocratie. Mais elle est confisquée par les deux grands partis que sont la DSE, l'Alliance des sociodémocrates européens, et le PPE, le Parti populaire européen, qui, bien qu'étant fragilisé par l'émergence de l'extrême droite, incapable de s'unir, donc elle est déjà divisée en 2 ou 3 groupes, et des Verts, notamment, et des libéraux, donc tient encore l'affaire, et tous les 2 ans et demi, le président du Parlement change de couleur. C'est-à-dire que 2 ans et demi, c'est un PPE, et 2 ans et demi, c'est un social-démocrate. Voilà comment ça fonctionne. Les partis nationaux contrôlent le PPE et la SDE. Donc de toute façon, si on voulait une majorité européenne autre, il faudrait sortir des cadres des coalitions de partis et avoir un vrai parti européen qui se présente. Voilà où on en est. Vous l'avez compris, le Parlement européen est la seule entité un peu démocratique dans les structures, mais de toute façon, derrière, ce sont les États qui pilotent. Donc accuser l'Union européenne d'être responsable de X ou Y, c'est faux. L'Union européenne n'est pas responsable de la propagation du coronavirus, elle n'a aucune compétence juridique dans ce domaine. L'Union européenne n'est pas responsable de la négociation à Erdogan, c'est même pas elle qui l'a vraiment menée, et on n'est pas capable de dire à Erdogan d'aller se faire voir, on n'est même pas capable de mettre fin à un processus d'adhésion qui nous coûte cher, alors même que l'adhésion turque n'arrivera jamais. Et tout le monde sait maintenant, Erdogan le premier, qu'il n'y aura jamais d'adhésion turque. Mais pourquoi ne pas y mettre fin proprement? Pourquoi au moins ne pas le punir en disant « tu joues ce jeu-là, on te vire ». Pourquoi ne pas exiger qu'il soit viré de l'OTAN? C'est normal que la Turquie fasse la guerre à la Grèce, à un autre pays de l'OTAN. C'est normal qu'il y ait 2 pays de l'OTAN qui soient en confrontation. C'est normal que la Turquie menace ses partenaires de l'OTAN d'envoyer des millions de migrants. C'est normal ça. C'est normal d'acheter des matériels russes alors que l'OTAN est aujourd'hui opposé aux Russes, même s'il faudrait être pour les Russes dans l'absolu. La Turquie, aujourd'hui, il est membre de solidarité des autres pays. Seulement, qui le protège? Qui protège Erdogan aujourd'hui? Les États-Unis d'Amérique. Évidemment. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui ménagent Erdogan, en réalité. Via l'OTAN et via tout ça. Si Trump disait « j'en ai marre maintenant de la Turquie », et demandait l'exclusion de la Turquie de l'OTAN, il l'obtiendrait sans doute. Vous comprenez que l'Amérique derrière nous nuit. Alors on peut admirer le président Trump ou pas, penser qu'il fait du bon boulot ou pas, il défend d'abord l'Amérique. Or aujourd'hui, défendre l'Amérique, c'est lutter contre l'Europe.
Ça ne veut pas dire demain qu'on ne pourrait pas avoir une Amérique qui défend son identité en bonne intelligence avec une Europe qui défendrait son identité. Un partenariat d'égalité, j'appelle ça, ou d'équité. Mais pour l'instant, les conditions ne sont pas, parce qu'il n'y a personne en face de Trump. Si vous avez un Poutine européen, un président européen en face de Trump, comme disait, je crois, Kissinger, l'Europe, combien de numéros de téléphone? Bah oui, c'est tout. Alors les souverainistes nous expliquent, c'est scandaleux, l'Europe n'agit pas. Mais elle n'agit pas parce qu'elle est divisée en États souverains. Or, exactement ce qu'ils veulent. Il faut savoir ce qu'on veut. On veut la France souveraine, et on raconte l'Union européenne qui n'agit pas. Mais l'Union européenne n'agit pas parce qu'il n'y a pas de chef à sa tête. Parce qu'il n'y a pas d'Europe politique, il n'y a pas d'Europe unie, il n'y a rien. Il n'y a pas de gouvernement. Soyez cohérents. Si vous reprochez à l'Union européenne d'être inefficace, de proposer un gouvernement européen. Si vous dites qu'il faut qu'on se concerte, qu'il y ait des décisions rapides qui soient prises, proposez un président européen, un chef d'État européen qui ait du pouvoir. Qui puisse, comme Trump, donner 25 milliards d'euros, débloquer 50 milliards d'euros de crédit, qui puisse donner des ordres immédiats, dire on boucle le pays, on ferme les frontières de toute l'Europe. Vous ne l'avez pas, ce chef d'État, et vous ne le voulez pas puisque vous voulez rester souverain. Alors taisez-vous. Si vous ne voulez pas d'une Europe politique, ne vous présentez même pas aux élections européennes. Pourquoi légitimer ces élections? C'est bizarre, c'est le seul endroit où vous arrivez à vous faire élire, hein, cela dit. Hein. Marine Le Pen peut avoir 25 députés au Parlement européen, mais en France, il y en a 6, c'est le grand maximum. Et ça ne lui rentre pas dans la tête de se dire qu'il y a un problème quelque part? Ça ne lui fait pas se dire que le cadre européen est peut-être le meilleur cadre pour agir? Hein? Non, non. Mais c'est sûr que quand on passe son temps avec les dom-toms, on a du mal à penser à la grande Europe. Hein? Voilà, c'est tout. Moi, les dom-toms, j'ai rien contre eux, mais indépendance. La grande Europe, de l'Islande à la Russie. Voilà, c'est tout. L'Union européenne est un nain politique. Demain, elle doit devenir un géant. Elle ne deviendra pas un géant avec les gens qui nous dirigent aujourd'hui. Certainement pas avec son opposition nationaliste stérile et populiste, réactionnaire. Il y a un bon populisme, ce que j'appelle un europopulisme. Ce bon populisme, c'est quoi? C'est de voter contre l'immigration extra-européenne, même si aujourd'hui, il faut passer par des partis anti-européens pour ça. Je ne blâme pas à des électeurs qui en ont marre d'immigration de voter pour Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen est présentée par le système comme la seule opposante à l'immigration. Vous avez vu dans une première partie de l'émission que son opposition à l'immigration n'est pas si nette. D'ailleurs, dans la propagande du RN pour les élections municipales, il dénonce l'immigration clandestine, mais ça s'arrête là. Qu'en est-il du reste de l'immigration? Qu'en est-il de l'immigration passée? C'est clair que le RN ne prônera pas la remigration. Et pas seulement parce qu'il y a des imbéciles comme Lesquin et d'autres qui utilisent ce terme en débit du bon sens et pour expliquer qu'on va expulser tout le monde, ce qui est la meilleure façon de diaboliser, de dramatiser et de rendre ridicule une idée. Hein? Vous voyez, le problème d'une idée, quand vous avez une bonne idée mais que vous avez des abrutis complets pour la défendre, c'est le meilleur moyen de l'enterrer. Voilà. Alors beaucoup trop de gens qui prônent la remigration l'associent à des conneries idéologiques complètes, des délires, des obsessions. Pas tous, heureusement, mais beaucoup. La meilleure façon de déconsidérer la remigration, c'est de l'associer à l'antisémitisme débile, à un racisme hiérarchisant débile, à des considérations ethno-raciales débiles. Vous voyez, donc les Skins et tous les autres, voilà ce qui pollue. Ils polluent la remigration. N'en parlez pas, s'il vous plaît, pitié. Taisez-vous, parce que vous salissez ce que vous touchez, par vos obsessions historiques lamentables, ou simplement contre-productives. On fait de la politique. Vous voyez, coronavirus. On fait de la politique, ou on n'en fait pas. Si on n'en fait pas, on ferme sa gueule, c'est tout. Donc, qui se taise. Dernier point, pour finir un petit peu sur les choses plus positives. Bon, vous avez bien compris que malheureusement, le camp dit national n'est pas au niveau des événements et de l'histoire et des drames qui nous menacent. Vous avez compris, évidemment, et vous le savez, que l'Europe est submergée de manière migratoire depuis des décennies et de plus en plus gravement par des flux venus d'abord de l'ancien empire colonial, puis maintenant du monde entier, que même les pays d'Europe qui n'ont pas colonisé sont impactés, et même la Russie est impactée, avec une augmentation de l'immigration chinoise en Sibérie ou musulmane d'Asie centrale, à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. J'avais annoncé tout à l'heure que j'allais parler de Poutine. Avant de présenter le dernier point, je vais en parler. Vladimir Poutine avait laissé penser récemment, il y a quelques semaines, voire mois, qu'il allait quitter le pouvoir et qu'il préparait un peu sa sortie pour garder un certain nombre de rênes et d'éléments de pouvoir. Bon. Il avait sans doute raison, parce que l'époque Helsinki avait été catastrophique pour la Russie, et donc le départ de Poutine devait essayer de se faire bien. Mais on voit bien que la Russie actuelle ne va pas bien. Pourquoi? Elle n'est pas en forme. Parce que Poutine n'imagine pas finalement une Russie sans lui. Et il a donc contrebraqué totalement récemment, il y a quelques jours, pour proposer, applaudi par une grande majorité d'un Parlement aux ordres, une nouvelle constitution. Alors, coup de bol, la nouvelle constitution, sympa, elle annule
la règle antérieure. C'est-à-dire que Poutine, normalement, on avait droit qu'à 2 mandats supplémentaires. Il allait finir son dernier mandat en 2024. Voilà. Oh, coup de bol, c'est sympa. On repart à 0. Donc, en 2024, il pourrait rester encore 10 ans. Il pourrait partir du pouvoir à 83 ans. Mieux qu'Andropov et que Tchernenko. Ça pose quand même un problème de fond. D'abord, c'est très maladroit, parce que ça donne un côté autocratique qui est trop marqué, trop évident, trop net. Même s'il va faire voter les Russes derrière, on votait en Allemagne hitlérienne, c'est pas il y avait des plébiscites, c'est pas un argument. On vote, et est-ce que l'opposition va pouvoir s'exprimer librement pour rejeter ça? On sait bien que pas vraiment. Donc le problème de Poutine, c'est qu'on comprend ce qu'il anime, il a fait du bon travail aussi sur un certain nombre de points, il a fait quelques erreurs sur la Tchétchénie et ailleurs, il ne s'oppose pas assez à l'immigration, les nationalistes russes et identitaires russes sont les premiers à dénoncer Poutine, sachez-le. Vous, nationalistes et identitaires français qui fantasmez sur Poutine, eh bien vos homologues de Moscou et de Saint-Pétersbourg ne sont pas du tout d'accord avec vous, posez-leur la question, interrogez-les sur Poutine. Voilà, Poutine, il a limité la casse, c'est très bien, mais limiter la casse, c'est quand même faire de la casse. La natalité est quand même très faible, je vous l'ai dit, l'immigration est importante, il y a encore de l'alcoolisme, il y a du sida, il y a beaucoup de choses, la Russie ne va pas bien, la France ne va pas bien, l'Europe ne va pas bien, mais la Russie ne va pas nous sauver. La Russie déjà devrait être capable de se sauver elle-même, et c'est pas garanti. Donc c'est très maladroit de la part de Poutine, ça donne un côté autocratique et dictatorial qu'il faut éviter, même si on sait qu'il avait beaucoup de pouvoir, il vaut mieux le cacher. Ça donne l'impression aussi qu'il n'est pas capable de trouver un successeur, qu'il n'est pas capable de penser son pays sans lui, et imaginons que demain Poutine, ce qu'on ne lui souhaite évidemment pas, meurt d'un attaque cardiaque, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Le problème, c'est qu'un homme nul n'est indispensable. Et Poutine croit qu'il est indispensable, et beaucoup de Russes croient qu'il l'est. Seulement, on voit bien qu'en Ukraine et ailleurs, il n'a pas de solution, qu'avec la relation avec l'Union Européenne, c'est quand même dégradé. Et il a quand même viré son ami Medvedev, hein, qui n'est plus Premier ministre aujourd'hui. Donc, vous voyez, il n'a plus de successeur au sens strict. Moi, j'aurais bien vu Dmitri Rogozin comme président russe, le fondateur de Rodina. C'est un patriote, un mec intelligent qui a travaillé à la représentation russe à l'OTAN. Donc c'est quelqu'un qui a vécu en Belgique et qui est à la fois un patriote, un nationaliste et un bon diplomate. Et c'est quelqu'un comme Rogozin qu'il faudrait maintenant. Poutine a fait son temps. Malheureusement, j'ai pas envie que la Russie tombe dans la catastrophe qu'il y a eu avec Eltsine, mais on voit bien que Poutine... Bah, écoutez, ce que Poutine peut rendre service, c'est d'offrir la Russie à la grande Europe le jour venu. Voilà ce qu'on attend de lui, c'est ça finalement. Monsieur Poutine, restez au pouvoir, protégez au maximum votre peuple, mais le jour venu, offrez la Russie à l'Europe, rendez la Russie à l'Europe, et rendez les Russes à ce qu'ils sont des Européens. Et nous-mêmes, nous ferons le travail de notre côté pour que cette alliance, cette union, cette fusion ait lieu. Vous le savez, chers auditeurs, oui, je suis encore sur la radio, chers amis qui vont regarder cette émission, mais qui sont aussi des auditeurs, il y a 2 obstacles à la grande Europe aujourd'hui, moraux. Il y a 2 blocages entre l'Europe occidentale et l'Europe centrale et orientale qui empêchent moralement cette alliance, cette unité nécessaire. 2 choses pour lesquelles les Européens de l'Est ne céderont pas. Le mariage gay et l'immigration extra-européenne. Ces 2 éléments-là empêchent l'Europe. Il est donc bien clair que si vous êtes même un européiste classique de l'UDI ou du MoDem, comprenez-le, si vous voulez la grande Europe qui est votre rêve, vous ne l'aurez pas si vous acceptez l'immigration extra-européenne et vous ne l'aurez pas avec le mariage gay. Il faut refuser ces 2 mesures pour faire la grande Europe. Les Russes ont peut-être tort, le gouvernement russe a peut-être tort d'être si braqué sur la question du mariage homosexuel, peut-être qu'ils ont tort, mais c'est ce qu'ils pensent. Ce que pense la Pologne, ce que pense la Hongrie, toute l'Europe de l'Est, la moitié de l'Europe dit non. Alors il y a la moitié de l'Europe qui dit oui à quelque chose, la moitié de l'Europe qui dit non. La moitié de l'Europe qui dit oui à l'immigration extra-européenne, la moitié de l'Europe qui dit non. Seulement beaucoup d'électeurs d'Europe occidentale pensent comme l'Europe centrale et orientale. Il y a des lois pour les faire taire, mais ils pensent quand même comme telles. Les positions libertaires sont minoritaires. On ne peut pas passer d'un extrême où ces pratiques étaient condamnées et sanctionnées à une apologie. Il ne s'agit pas de passer de la condamnation à l'apologie. Il s'agit de passer de la condamnation à la neutralité. Les gens font ce qu'ils veulent chez eux, on n'a pas à juger de savoir s'ils ont le droit ou pas d'être homosexuels avec compagnie, c'est pas le problème. Mais cette théorie du gender, cette idée d'opposer les femmes aux hommes, comme ce faux féministe. Alors il y a des amis qui me disent le féminisme est mauvais par nature. Moi je crois qu'il peut y avoir un bon féminisme. Le bon féminisme, c'est la féminité. Le bon féminisme, c'est d'assumer être une femme, et donc ce que veut dire une femme. C'est pas vraiment du féminisme au sens revendicatif. C'est de la féminité, effectivement. Un homme vrai, une femme vraie, qui s'assume comme telle, qui
qui ne cherchent pas à être autre chose que ce qu'ils sont, et qui assument le destin que cela implique. Voilà, une femme est faite pour avoir des enfants, un homme est fait pour aller à la guerre. On peut penser ce qu'on veut, mais c'est la nature qui a voulu cela, c'est vrai de toutes les espèces animales. Voilà, regardez, je prends n'importe quel animal. Bon. Beaucoup d'espèces, le mâle est solitaire. Dans beaucoup d'espèces, le mâle ne fréquente la femelle que dans la période de reproduction. C'est le cas des ours, par exemple. L'ours mâle féconde une femelle, il se barre. Chez les lions, il y a une logique communautaire. Il y a un lion, plusieurs lionnes, plusieurs femelles. Elles font d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le lion intervient assez peu physiquement. Il intervient uniquement pour se défendre contre un autre lion qui empiéterait sur le territoire et qui pourrait tuer les lionceaux. Mais le travail de défense du territoire et de chasse est réservé aux lionnes. Les lionnes agissent un peu comme des Amazones. C'est-à-dire le roi lion qui est tranquille, pépère, et qui attend que le boulot soit fait, par les autres. Et vous avez, ça chez beaucoup d'espèces, chez les loups, vous avez une meute, avec un loup alpha et une louve alpha, qui contrôle, et un couple royal, qui contrôle le reste de la meute. Et seul l'alpha a accès aux femelles. Les loups bêta, donc les loups secondaires, n'ont pas accès aux femelles. S'ils manifestent un comportement agressif ou de vouloir se taper une femelle, eh bien, il peut arriver une pratique homosexuelle non consentie par le loup bêta. Le loup alpha ramène le loup bêta à sa condition d'infériorité par une soumission sexuelle. Ça ne s'invente pas, c'est la loi de l'espèce, et ça existe en prison, hein. C'est la même chose dans l'espèce humaine, c'est la prison, hein, où vous avez un rapport de dominant et de dominé qui amène parfois à ce genre de pratique, et non bien choquante, mais c'est une réalité des prisons, il faut le savoir. Je n'ai pas été en prison, mais je le sais. Voilà. Moralité de l'équation, voilà. Poutine, ok, mais il faudra quand même passer à autre chose à un moment donné. Et les Russes commencent à fatiguer avec Poutine, et ça fait 20 ans qu'il est là, il y a une usure du pouvoir, c'est une réalité. Certes, beaucoup de Russes ont peur de l'avenir, beaucoup de Russes ont peur de l'aventure, c'est vrai, mais ils ont aussi une certaine lassitude. Et voilà, un mec comme Navalny et Poutine auraient dû être capables de le récupérer. Mais il aurait fallu faire des concessions. C'est pas normal qu'un mec comme Navalny, qui est quand même nationaliste, etc., soit contre Poutine. C'est pas normal que les nationalistes russes soient dans l'opposition à Poutine aujourd'hui, et c'est pas normal que Poutine les ait réprimés à ce point. Que Poutine sanctionne les excités néo-nazis et autres, comme dans n'importe quel pays du monde, c'est justifié, c'est légitime, c'est normal, de toute façon, ils sont immontrables, et voilà. Mais il a été trop loin. Même les anti-russes aujourd'hui ont des difficultés à exister, c'est pas normal. Il faut que Poutine mette plus de liberté publique, moins cette dictature. Et alors, la dernière chose qui m'a choqué, je trouve inadmissible que Poutine envisage de mettre une référence à la foi en Dieu dans la constitution russe. Voilà. C'est ce qu'il envisage de faire. J'ai pas de problème, j'ai bien fait comprendre à un certain nombre de gens, et je redis ici que bien que personnellement je sois païen, et bien que personnellement je considère que la christianisation antique a été quelque chose de choquant et de problématique, je prends acte de la réalité et de la sincérité d'une grande majorité d'Européens qui se réfèrent aujourd'hui toujours au christianisme. Il ne s'agit pas de leur interdire leur culte, pas du tout. Mais je ne trouve pas normal en Russie, par exemple, même s'il y a beaucoup de Russes orthodoxes, que la foi en Dieu soit affichée comme ça. D'abord parce que j'ai une sympathie pour les Russes païens qui sont de plus en plus nombreux, qu'on appelle les Rodnovieriers. Donc la Rodnovierie, ça veut dire la foi ancestrale, et j'estime que la foi en Dieu n'a pas à être référence là-dessus. Si il met ça, il a qu'à mettre la foi en Dieu et la foi en Svarog ou en Péroun. Hein. D'accord. Donc je pense qu'il y a beaucoup de agnostiques, d'athées, c'est maladroit. Après on me dit, oui, mais tu veux faire la laïcité à la française. Pas du tout. La laïcité à la française, c'est une neutralité hypocrite de toutes les religions qui se valent. Moi, je suis tout à fait d'accord pour reconnaître que le christianisme et le paganisme sont des religions enracinées d'Europe, et l'islam dans le cas des Balkans ou du Caucase, et puis la communauté juive qui est là depuis 2000 ans. Voilà, c'est clair. Mais j'aime pas cette idée de prendre position à ce point-là. Je ne pense pas que ce soit une constitution qui doit faire ça. Je pense que les références au christianisme dans les textes de l'Union européenne qui ont été revendiqués n'étaient pas en soi, par contre, mauvaise chose, à condition que les racines païennes de l'Europe y soient indiquées. Or, moi, je suis tout à fait d'accord, effectivement, pour un texte qui dirait que l'État reconnaît les racines païennes et chrétiennes de l'Europe. D'accord. Mais pas plus que ça, et pas une prise de position affirmant une religion plutôt qu'une autre dans ce cadre. Voilà. Le programme du Parti européen, 5e partie, dernière partie. J'ai été un peu plus long que d'habitude. J'ai choisi effectivement ce format un petit peu de conférence. On va voir après comment on va calibrer tout ça à l'avenir. Mais ça faisait longtemps que ma parole n'avait pas été entendue, bien qu'elle le sera bientôt certainement dans d'autres supports, certaines radios qui m'ont invité, etc. Il y aura des émissions, mais voilà, sur ma chaîne, c'est important, par respect pour vous qui me suivez, et pour ceux qui s'intéressent à ce que fait le Parti européen, de me suivre. Alors le Parti européen, je vous rappelle un peu l'équation.
Parti des Européens, c'est un parti qui a vocation à rassembler le maximum d'Européens derrière lui, indépendamment des cadres étatiques existants. En termes clairs, il n'y a rien aujourd'hui qui vous interdise, en tant qu'Allemand, Italien, Anglais, Russe et autres, d'adhérer au Parti des Européens et de le soutenir par Internet ou physiquement dans la rue et ailleurs. Bon. Je vous invite à le faire. Vous êtes nombreux à apprécier mon travail et, comment dire, concrètement, écoutez, les remerciements, ça me touche, mais moi, je ne me bats pas pour moi, je me bats pour une cause. Rejoindre cette cause, rejoignez-nous, adhérez, pas tant pour l'argent que ça ramènera et les moyens que ça générera que par soutien à cette cause. Faites du travail militant sur les réseaux sociaux et Internet, parce qu'aujourd'hui c'est malgré tout une arme du pauvre, mais c'est une arme quand même. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que le collage, boitage, tractage soit si efficace que ça. Les partis classiques continuent de le faire, de mythifier cela, mais est-ce que c'est si efficace? J'en sais rien. C'est bien parfois d'avoir une présence physique, mais c'est pas si évident que ça. L'UPR, par exemple, ou la lutte ouvrière et d'autres partis sont très présents sur le terrain, et ça ne se matérialise pas dans les urnes. Alors certes, ils sont aussi très présents sur Internet, et ça ne se matérialise pas non plus, vous me direz. Bon. Mais après, ils ont des positions, le Frexit et tout ça, qui sont des positions contestables. Ce que je veux, moi, c'est une Europe unie politiquement, donc un État européen avec un gouvernement, un chef d'État qui aille de l'Islande à la Russie. Avec une nationalité européenne qui sera donc réservée aux ayants droit naturels, parce que le but, c'est d'inviter ceux qui n'ont pas de destin commun avec nous en Europe à accomplir leur destin là où il a du sens, notamment par exemple dans leur patrie charnelle d'origine. Bon. Il faut une Europe qui ait une certaine natalité, qui soit assez vivante. Il faut une Europe qui ait des valeurs morales fortes, qui ne soient pas forcément les valeurs simplement chrétiennes, mais les valeurs, on va dire, pagano-chrétiennes, romaines, guerrières et héroïques aussi. Les droits de l'homme, ce sont une valeur universelle, c'est une fiction. Déjà, les droits de l'homme et du citoyen de 1789 étaient déjà beaucoup moins fictifs en insistant sur la notion de citoyen. Mais on doit retrouver les valeurs fondamentales de l'Europe ancienne, c'est-à-dire la gravité, donc le poids des mots, le poids des actes, la dignité, savoir se tenir, la probité, la bonne foi, la sincérité donc derrière, bonne foi, on est au service de la vérité, pas du mensonge, l'honneur, ne pas avoir une attitude dégradante, la tenue, la mesure, ne pas être dans l'extrême, ne pas être dans la provocation, être dans la tenue, dans la mesure, dans la modération, dans peser les choses, voilà, peser les mots, peser les actes, peser les formes, tout. Ouais. Je vais vous donner quelques mots de latin, la dignitas, la fides, la piété, d'une certaine manière, c'est-à-dire l'attitude saine vis-à-vis de la divinité, voilà, sans le sectarisme. On n'est pas là pour dire une vérité et puis l'imposer à tout le monde, et sans l'extrémisme, sans la superstition extrême. Je parlais tout à l'heure des évangélistes qui font des simagrées dans le truc, pour moi c'est extrême. C'est digne des madrassas. On n'est pas dans une religion vécue sainement. C'est important d'avoir de la religion, je pense que moi je ne suis pas athée, je pense que c'est important d'avoir la religion, c'est bien d'être chrétien ou païen ou autre, mais il faut l'être avec mesure. Il ne faut pas être un fanatique qui veut brûler les chrétiens en disant honneur aux dieux, tuons tous les chrétiens, et c'est pas non plus le mec qui dit les païens sont des infidèles, des impies ou des satanistes. Non, il faut être dans l'intelligence. L'extrémisme religieux, je le condamne. Et de toute façon, c'est une caricature de la religion. Celui qui croit, qui défend son Dieu en menaçant l'autre, qui aurait... Voilà, par exemple, la petite Mila. Oui, j'en ai pas parlé, puisque c'est d'actualité relativement récente. Bon, Mila, elle a tenu des propos extrêmement hostiles à la religion islamique, parce qu'elle a été emmerdée par des gens de cette confession qui instrumentalisent leur religion pour faire chier les gens. Bon. Et elle a donc été assez crue et assez radicale dans ses propos. C'est pas forcément très beau, très adroit, et voilà. Et malheureusement, le prix à payer est lourd pour elle, alors qu'elle n'a fait que dire ce qu'elle pensait, et après tout, on devrait la défendre. Rien que pour ça. Mais c'est vrai qu'elle a raison de fustiger, non pas la religion, mais la provocation. C'est fanatique. Un Dieu, qui peut croire qu'un Dieu a besoin des mortels pour agir? Si le Dieu musulman est insulté, croyez-vous qu'il ait besoin des musulmans pour faire la police? En réalité, ces musulmans qui veulent faire la police sont des athées. Parce qu'en réalité, ils croient qu'ils sont religieux, mais ils nient la divinité de leur Dieu. S'ils pensent que c'est à eux d'agir pour Dieu, ça veut dire qu'ils disent que Dieu ne peut pas agir. Un bon religieux musulman devrait dire, écoutez, Dieu punira Mila. Point. C'est Dieu qui est insulté, il la punira. C'est pas à nous de le faire.
Vouloir faire le travail à la place de Dieu, c'est insulter Dieu, c'est se prendre pour Dieu. Vous voyez, c'est pas si net. Le fanatique religieux est un impie. Il insulte son Dieu en niant la puissance divine, puisqu'il veut s'y substituer. Alors maintenant, toujours le problème du Parti des Européens. Donc cette grande Europe, de l'Islande à l'Oural, et par extension jusqu'au Pacifique, réunira donc des gens de même souche, issus des Indo-Européens et de l'héritage de la Grèce classique, de Rome, du romantisme, du Moyen-Âge chrétien, etc. Cette grande Europe aura donc un pilotage, une capitale, une nationalité européenne, qui sera donc basée sur le principe de Périclès, c'est-à-dire ce que j'évoquais en tout début d'émission, le droit du sang intégral. Pour être citoyen de l'Europe, il faudra être de père européen et de mère européenne, marié sur le loi de la cité, ça c'est la règle athénienne. Il faudra donc que cette nationalité ait des avantages, donc il y aura l'exclusivité citoyenne. Pour travailler en Europe, il faudra être citoyen. Pour être propriétaire en Europe, il faudra être citoyen. Pour bénéficier d'écoles publiques, il faudra être citoyen. Pour bénéficier du système de santé publique, il faudra être citoyen. Celui qui ne le serait pas pourra faire appel à des cliniques privées, à des écoles privées. Il pourra louer un espace, etc., mais il n'aura aucune aide de l'État, il n'aura pas le droit de travailler. Il pourra vivre en Europe en tant qu'étranger. Il paiera peut-être même un impôt spécifique, mais il n'aura droit à rien, il sera réservé aux citoyens. Ça veut dire que potentiellement, quelqu'un qui est étranger peut vivre en Europe, mais qui n'attend pas de la citoyenneté, il n'attend rien de l'Europe. Il vient parce qu'il aime l'Europe et puis il paiera tout. Tout lui sera facturé. Voilà. Donc c'est pas une fermeture totale, c'est une fermeture juridique. L'intérêt de tout cela, c'est de remettre les compteurs à zéro. C'est de ne plus tenir compte des trahisons des anciens États, parce qu'il ne faut absolument pas hériter des 70 ans de conneries de l'État français et de l'État allemand. Or, l'Europe unie que je prône permet de la table rase juridique, le redémarrage à zéro. Oui, il y avait des conneries qui ont été faites, on n'en tiendra plus compte. Ça peut aller très loin ce raisonnement, alors je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer certains. Mais aujourd'hui, vous avez des cadres juridiques nationaux. Vous avez des peines qui sont prévues par la loi française, la loi allemande. Demain, il n'y a plus qu'une loi, la loi européenne. Il va bien falloir que les peines des prisonniers qui ont été condamnés soient harmonisées. Il va bien falloir qu'on applique pour le même crime les mêmes peines à un Allemand et à un Français. Ça veut dire qu'il va falloir que les peines vont être réharmonisées. Ça veut dire que les peines existantes actuellement des gens vont être revues. À la baisse ou à la hausse. Il est évident que de nouvelles règles peuvent être mises en place et que des gens qui ont tué des enfants, etc., pourraient bizarrement, dans le cadre européen, recevoir une sanction nouvelle qui n'était pas celle prévue dans le cadre national. Je n'en dis pas plus, certains auront compris entre les mots. Et parfois, il faut savoir parler entre les mots. Voilà, les Dutroux, les Fourniret, les autres, disons, qui n'attendent pas que le Parti des Européens lui fasse des câlins. Quoi. Voilà, c'est tout. C'est dit. Voilà. Et au moins, comme ça, ils ne sortiront pas et ne tueront personne. Voilà. Alors, dans cette affaire, vous voyez, le Parti des Européens, c'est un parti très gentil, très humaniste, très démocratique, mais qui est très ferme aussi sur certains principes. Voilà. Et le principe, notamment, de faire respecter notre peuple sur sa terre. Voilà. C'est un parti ambitieux, puisqu'il s'agit de se battre contre tous les partis existants, souverainistes, anti-européens, comme mondialistes, prétendument pro-européens, mais qui ne dépend que de vous, les Européens. Si vous voulez vivre, si votre civilisation va vivre et que vous voulez y contribuer, vous savez quoi faire. Vous n'avez qu'à adhérer, c'est pas cher. C'est pas cher et ça peut rapporter gros. Bon, je rigole, évidemment. Alors évidemment, j'ai appris par quelques amis et nouveaux adhérents et autres qu'il y avait un certain nombre de diffamateurs, de délateurs dans mon dos. Alors, ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, ils agissent dans l'ombre par téléphone et autres, et ils m'attaquent. Certains de mes nouveaux adhérents ont été menacés, voire même mis en garde contre moi. Et donc je voulais en parler, très brièvement. Le Parti des Européens n'est pas un parti fasciste, nazi ou antisémite. Point. Donc s'il y a des gens qui sont fascistes, antisémites, nazis, qu'ils aillent se faire voir, ils n'ont pas leur place chez nous. C'est tout. Et donc ils peuvent me traiter de judéo-candole, d'agent du Mossad et toutes les conneries comme le fait Henri de Lesquen. Ah oui, il faut que j'en parle quand même. Voilà. Petite réponse à Henri de Lesquen. Alors je vais finir là-dessus. Il faut quand même faire un peu de buzz, hein, les amis. Hein, c'est quand même l'intérêt. Il faut qu'on fasse un peu d'ennemis aussi pour ça. Henri de Lesquen. Alors Henri de Lesquen m'a diffamé publiquement, donc je suis obligé de réagir, et j'ai tardivement réagi parce que je n'avais pas de vecteur pour le faire. Henri de Lesquen, sous la forme d'un compte du Carrefour de l'Horloge qui m'a désormais bloqué,
s'est permis d'affirmer que j'étais donc un judéo-candole, je cite, un agent d'Israël ou un agent du Mossad, que j'étais, une taupe sioniste et adipeuse, hein, voilà, que j'étais également un charlatan, parce que je m'oppose à la théorie grotesque et nazifiante de Lesquin sur les Indo-Européens. Je résume donc les points de divergence. Monsieur de Lesquin pense que les théories de Gobineau, qui était un poète du XIXe siècle, sont encore valides aujourd'hui. Il pense que les Indo-Européens ou Ariens étaient tous des grands blonds aux yeux bleus, venus de Scandinavie ou de l'Est, et qui ont conquis donc l'Europe néolithique et ont imposé un ordre nouveau. Et, voilà. Et donc, il part d'un principe que les vrais Européens, finalement, ce sont des Nordiques. Que les Grecs modernes actuels ne sont pas les héritiers des Grecs mycéniens, mais que ce sont des gens abâtardis par des métissages nombreux depuis l'Antiquité et avec les Turcs. Alors que la génétique prouve qu'il y a une formidable continuité génétique depuis la Grèce mycénienne jusqu'à la Grèce moderne. Donc pour lui, globalement, qui n'est pas nordique n'est pas un vrai Indo-Européen, qui n'est pas nordique n'est pas un vrai Européen tout court, et donc on retrouve les théories nazifiantes. Pourquoi fait-il ça? Peut-être parce qu'il a une particule, qu'il y a beaucoup de théories qui disaient que les gens de la noblesse française venaient des Francs, alors que l'homme du commun était un Gaulois, ce qui avait fait dire à la BCIS que la noblesse n'avait qu'à retourner en Allemagne. Bon, en 1789. Bon, bien évidemment, pour moi, les Francs, les Gaulois et les Romains sont tous des Français, sont tous des compatriotes en européanité, il n'y a pas de question. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il se dit, Henri de Lesquin, que la particule Lesquin, Duplessis-Cassos, ça n'aurait aucune valeur dans une grande Europe? Que les faunes et les deux donc disparaîtraient? Bah oui, peut-être, probablement. Et alors, on s'en fout, puisque de toute façon, c'est une noblesse de papier, c'est une noblesse artificielle, tout ça. Certains sont des noblesses napoléoniennes, d'autres plus anciennes. Et alors? Moi, je suis républicain, je ne suis pas monarchiste. Et lui, il prétend être national républicain, alors, qu'ils soient cohérents. Bon, ensuite, il nie l'existence de l'Europe, il dit que l'Europe n'existe pas, qu'il n'y a pas de civilisation européenne, qu'il n'y a pas de peuple européen. Il met sa carte débile des six civilisations, où voilà que la Bulgarie est surtout dans la même situation que la Somalie, et que la Russie est exclue de la Grande Europe, alors que par exemple le Paraguay, ou le Brésil, ou le Belize seraient dans la civilisation européenne. Bravo, c'est n'importe quoi. Hein. La civilisation iranienne n'existe pas non plus, elle est mise en vert comme les arabo-musulmans, enfin c'est... Au secours, c'est ridicule, quoi. Donc tout ça c'est grotesque, et il n'a pas aimé mes critiques là-dessus, et donc voilà pourquoi il m'a diffamé. Alors, agent d'Israël, c'est assez drôle, puisque je crois qu'Henri de Lesquin a expliqué qu'il fallait reconnaître Israël, et qu'il fallait reconnaître Jérusalem, même comme capitale d'Israël. Je trouve assez drôle qu'il vienne me dire ensuite que je suis un agent d'Israël. Moi, je suis assez d'accord d'ailleurs avec lui sur ce plan, mais je ne me permets pas d'attaquer les autres, hein, c'est quand même assez drôle. Et puis ce ton pédant. Moi, ce que j'ai pas pardonné à Lesquin, je le dis clairement, c'est une attitude que j'ai vue face à Visu, hein, dans une conférence de Jared Taylor, où l'ami Guillaume Fay, à l'époque on ne savait pas qu'il avait son cancer, était diminué, et présent. Et à un moment donné, donc Lesquin demande à Guillaume de faire la présentation de son ami Jared Taylor, c'est un ami personnel de Guillaume depuis des années, et il commence à faire exposer Jared Taylor, c'est un très bon ami à moi, etc. Et à un moment donné, ça faisait chez Lesquin. Il dit bon, maintenant c'est bon, hein. Voilà. Il s'est permis de couper à plusieurs reprises Jared Taylor pour placer ses conneries sur les mongoloïdes et compagnie. Voilà, parce que Taylor avait osé parler des asiatiques, alors il dit non, il ne faut pas dire asiatique. Le mec qui va te ramener sa fraise en disant non, vous avez fait de faute d'orthographe, hein. Bon, c'est bon quoi, voilà. Donc Jared Taylor, très courtois, très poli, etc. Une de ses dernières interventions en France, puisque maintenant il est interdit pour 5 ans de présence de l'Union Européenne. C'est un francophone parfait, hein, qui a fait Sciences Po d'ailleurs, qui a fait ses études en France. Voilà, moi j'ai trouvé ça absolument odieux. Guillaume Diminué est un ami, et on ne traite pas un ami qui est un grand penseur, etc., comme un second couteau. Bon, attends, c'est bon, hein. Voilà, tu te tais, quoi. Ben non, ça passe pas. Et ça m'avait déjà irrité. Donc, sa carte de merde des civilisations, je le dis, voilà, hein, c'est de la merde. Ses obsessions antisémites, j'en ai ras-le-bol, c'est bon, hein. Je suis pas abonné au Sturmer, merci, hein. On a le droit d'avoir toutes les convictions qu'on veut. Moi, je suis contre les lois mémorielles, tout ça. On devrait laisser les gens libres de penser ce qu'ils veulent. Les gens ont le droit d'être antisémites. Ils ont le droit de l'être. Ils ont le droit d'être intelligents aussi. Hein, et peut-être pas de tomber dans les caricatures systématiques qui en plus renforcent le système, parce qu'il n'y a pas pire que ce genre de discours-là pour renforcer les lois justement répressives. Hein, faire le con, c'est la même façon de durcir les lois. Voilà, donc je fais enfin une spéciale dédicace à tous mes chers amis. Donc je dédicace cette émission à Henri de Lesquin pour l'ensemble de son œuvre contre moi. À notre ami Rougeron pour sa haine de l'Allemagne, qui doit être gratifiée. À notre ami Jean Robin, qui pense que je suis communiste et islamophile. Je remercie également ceux qui pensent que je suis un soviétique, un bolchevique, un franc-maçon.
Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Un gauchiste, un mondialiste, un homosexuel, je crois qu'il y en a qui l'ont dit aussi, enfin, etc. Voilà, Total, que je suis taubadipeuse, donc évidemment que je suis le nouveau Jérôme Bourbon, version païenne. Voilà, ce qui n'est quand même pas le cas, même si, bon, après Jérôme Bourbon, il a le droit d'avoir ses positions, mais bon, voilà, le monde moderne ne permet pas forcément de maigrir comme on voudrait, d'avoir une tenue comme il faut, bon, mais je pense qu'il y a des mecs bien gros obèses derrière leur ordinateur qui sont en train de me dire « Ouais, c'est une taupe adipeuse, Ferry, il est gros !» Alors que le mec, il fait 250 kilos, et puis en fait, il voit même plus son sgeg. Donc voilà, le problème dans cette affaire-là, donc je continue ma dédicace, donc je dédicace évidemment tout cela à Poncare aussi, qui ne m'a pas attaqué mes mérites pour l'ensemble de son œuvre aussi. Voilà, je dédicace à tous les cas de la fachosphère, à Oleg le Viking, qui n'est ni Oleg ni Viking et qui connaît rien au sujet, et donc il faudrait peut-être qu'il lise les livres que je conseille dans une autre émission. Et à tous les tartampions néo-nazis du net, les Gogol 88, les hautes tordus. Voilà. S'il y a des gens qui ont une admiration historique pour certaines périodes de l'histoire, ça ne me dérange pas. S'ils sont intelligents et qu'ils comprennent qu'on est en 2020 et qu'il y a des lois et puis qu'on fait de la politique, quoi. Moi, je ne suis pas sectaire. Vous voyez, quelqu'un qui me dirait comme ça, à bout de point, je suis néo-nazi, et qui m'expliquerait sa position. Et bah, écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec vous, mais vous avez le droit d'avoir vos positions. C'est ma philosophie. Par contre, je ne supporte pas les tordus manichéens qui disent si t'es pas avec nous, t'es contre nous, si t'es pas antisémite, alors c'est forcément que t'es vendu à ces gens, etc. En plus, l'idée générale, il y a les machins veulent tout. Les trucs gouvernement, les bidules, les lobbies, les machins. Ok, donne-moi des noms, donne-moi des choses. Ok, monsieur Soros, c'est très nocif, on est d'accord. Mais Soros, il est ennemi de qui? Il est aussi ennemi de Netanyahou, et pas seulement d'Orban. Soros, il est contre l'État d'Israël, il faut le savoir. Beaucoup de gens ne le savent pas, ça. Soros est hostile à l'État d'Israël. Il est hostile à la politique de colonisation. Il est pro-palestinien, Soros. Sachez-le. Ah oui, mais ils pensent tous, ils sont tous nationalistes chez eux. Et puis chez nous, alors, ils sont mondialistes. Mais ça n'existe pas, ça non plus. Le mec qui est mondialiste chez nous, il est mondialiste partout. Et d'ailleurs, il n'est pas chez eux. Monsieur Bernard-Henri Lévy ne vit pas en Israël. Monsieur Attali ne vit pas en Israël. Point. Arrêtez de mélanger tout. Écoutez, je ne sais pas moi, quand Madame Ayelet Shaked, qui est une ministre israélienne de la justice, qui est d'ailleurs une très belle femme par ailleurs, déclare qu'elle ne veut plus de migrants africains en Israël, et qu'elle veut que les clandestins africains qui sont à Tel Aviv soient renvoyés dans leur pays, est-ce que ce discours-là vous choque? Est-ce que ce discours-là vous semble inadmissible? Est-ce que vous pensez qu'Avigdor Lieberman ou Naftali Bennett, par exemple, sont des gens qui sont absolument odieux, qui pensent exactement le contraire de vous, et qui ont, dans leur rêve, l'idée de vous détruire? Mais réfléchissez. C'est un peuple comme les autres. Il y a des mondialistes parmi eux, il y a des nationalistes. Comme chez nous, il y a des gens bien et des gens mauvais. Il y a des bons ariens et il y a des vrais ariens. C'est tout. Voilà. Vous avez des imbéciles de notre peuple, vous avez des traîtres de notre peuple. Je vous ai dit, les oligarques, prenez la liste des oligarques français, c'est que les Français catholiques. Arrêtez d'être bêtes. Soyez intelligents. Votre combat, il est pour quoi? Moi, mon combat, je vous le dis en 2 mots. Mon combat, c'est pour qu'il y ait une Europe unie et à nouveau européenne. Point. C'est tout. Et pour ce faire, il faut un État européen politique. Pour ce faire, il faut réconcilier les Européens pour qu'on puisse peser face au monde, pour qu'on puisse diriger, retrouver le rang qui est le nôtre, qui était celui d'avant 1914, avant qu'on se déchire entre nous et qu'on perde toute la puissance qu'on avait auparavant. C'est nous, les Européens, qui sommes la première puissance mondiale. C'est pas la Chine, c'est pas les États-Unis, ni l'Inde ou ailleurs. Il suffit d'une chose pour que nous soyons cette première puissance, que nous soyons un. Ça veut dire que le cadre étatique doit disparaître. Il doit y avoir un seul État, on n'a pas besoin de 47 structures qui sont redondantes. On va faire des économies monstrueuses. Les mecs disent oui, la rigueur. Regardez Johnson, il est en train de dépenser de l'argent public britannique n'importe comment pour acheter la paix civile dans son pays, et il va faire exploser la dette britannique. C'est pas intelligent. Ah oui, la rigueur de l'Union européenne, c'est mal. La rigueur, c'est sain. Le problème n'est pas la rigueur budgétaire. Le problème, c'est de dépenser n'importe comment l'argent. Si vous faites de la rigueur, vous serrez la ceinture pour les choses utiles, et que vous dépensez de l'argent par des milliards pour des conneries, c'est pas de la rigueur. La rigueur budgétaire que je vous propose, c'est quoi? C'est par la mise en place de politiques remigratoires, l'Europe va diminuer considérablement ses coûts sociaux et en matière de sécurité et autres. On va baisser, ça va engendrer une baisse drastique du chômage et une hausse des salaires globales, puisque la main-d'œuvre va devenir un peu plus chère. Donc les coûts sociaux du chômage, des SDF, tout ça, ça va disparaître.
Donc vous allez faire des économies monstrueuses, rien qu'avec les politiques migratoires à l'échelle de l'Europe. Ensuite, au lieu d'avoir 47 gouvernements, vous n'en aurez qu'un. 47, ça va faire, on va dire, un gouvernement européen sera nécessairement mieux doté qu'un gouvernement national. Mais ça veut dire qu'on pourra diviser au moins par 20 les dépenses gouvernementales. On va pouvoir faire des économies de masse considérables. On va pouvoir mettre en place un système d'énergie nucléaire européen qui va être bien géré, avec les meilleurs espaces possibles, avec tous les traitements derrière de déchets d'eau, harmonisé au niveau européen. Il y aura une vraie politique monétaire européenne, l'euro sera un vrai instrument de puissance, il y aura une vraie centralisation des politiques de médecine, une vraie sécurité sociale européenne, un vrai service public européen, notamment de l'énergie, avec l'harmonisation vers le haut, vers les meilleurs standards, ceux des pays scandinaves, par exemple, etc. Mais les Grecs vont bénéficier. En Grèce, on va imposer ce que le gouvernement grec ne peut pas mettre. On va imposer un cadastre pour éviter qu'ils mettent l'incendie n'importe où pour prendre des terres. On va imposer que les impôts rentrent. On va nationaliser les biens des églises orthodoxes et des armateurs. Ce que M. Tsipras, le prétendu d'extrême gauche, n'a pas fait. La Grande Europe peut le faire. La Grande Europe admettra ou pas les oligarques français, leur interdira d'avoir des chaînes de télé et compagnie pour pas qu'il y ait des confusions. Il y aura des lois antitrust en Europe qui permettront d'empêcher ça. La Grande Europe, c'est ça. La Grande Europe, c'est que ArcelorMittal sera renationalisé, réeuropanisé, et il n'appartiendra plus à un richissime indien installé à Londres. Ça appartient à l'Europe. Et l'entreprise Severstal de l'acier russe sera fusionnée avec. La grande alliance de l'acier européen sera rétablie. Arcelor, Severstal, fusionnés. C'est ça la grande politique européenne que je vous propose. Et ça, le cadre national ne le permet pas, les amis. Il faut être très clair. En Europe, demain, vous serez fiers à nouveau d'être européen. Vous ne serez pas dans la repentance mémorielle permanente. Ouais, mon ancêtre, il a fait ci, fait ça, les méchants esclavagistes, tout ça. C'est fini, ça. Il faut devenir fier d'être européen. Ce qui a été sale, damnatio memoriae, on tabouise, on met sous le boisseau. C'est fini. On redevient fier d'être européen, on assume notre européanité, on fait des enfants européens, on défend notre civilisation. Le Parti européen, c'est le seul parti qui prône la renaissance de la civilisation européenne dans le cadre de l'unité politique. Les souverainistes sont des abrutis et des menteurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris l'enjeu. Ils nient le péril migratoire en réalité, puisqu'ils ne veulent pas mettre la solution à l'échelle où il faut. Ils nient le danger, ils ne combattent pas l'universalisme. Français de toutes origines, c'est la Constitution et c'est Marine Le Pen qui répète. Ça ne veut rien dire, Français de toutes origines. C'est comme Français par le sang versé, c'est des conneries tout ça. C'est des conneries colonialistes, racistes et universalistes. Parce que le véritable racisme, c'est l'universalisme. C'est parce que je respecte les Africains, que je les respecte en Afrique, que je ne veux pas investir en Afrique, que je veux qu'on leur foute la paix. Mais c'est parce que je respecte les Européens que je veux que les Africains vivent leur avenir en Afrique, entre eux, de manière positive, avec leurs valeurs, leur système de valeurs, leur fierté aussi. C'est parce que je veux que les Européens soient fiers, que je veux que les Africains soient fiers. Et les Africains ne sont jamais fiers tant qu'ils resteront à la botte de l'ancien colonisateur. Voilà, c'est dit. Donc, la Grande Europe, c'est pour demain.